Bonsoir tout le monde, incroyable ce début, cette intro, c'est normal, on n'a pas l'habitude d'être ici à 19h, émission spéciale, intro spéciale. Un petit 15 secondes d'écran noir, pourquoi pas, ça fait du bien. J'espère que ça va en cette journée particulière, puisque la France, l'équipe de France va rentrer dans cet Euro là ce soir à 21h. C'est pour ça justement qu'on commence un peu plus tôt. C'est rare de voir Popcorn en avance, là 1 heure d'avance, mais que se passe-t-il? J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, en cette période de sport, en cette période d'Euro, on s'est dit justement qu'on allait faire une émission spéciale et j'ai ramené un casting. Je peux vous dire que ce soir ça va parler foot, mais pas que, aussi sport. Il y aura aussi d'autres sujets avec les actus de PA, etc. Pour m'accompagner ce soir, juste à côté de moi, j'ai quelqu'un que vous pouviez connaître à l'époque sous le nom de Coach Jordan. Désormais, c'est son prénom, hein, mais non, désormais Yannou. Comment ça va, Yann? Ça va très très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, merci. Un plaisir, ça fait longtemps qu'on en parle. Yann qui était passé même à l'époque sur Énergie, etc. Quoi de beau en ce moment? Quoi de beau, beaucoup de F1. Ouais, beaucoup de F1. Tu vas nous en parler un peu justement. À côté, on parlait de l'Euro. Forcément, on a décidé de ramener le crack. Voilà, le crack international, galactique, ni plus ni moins, la Bible du football. On met une certaine pression. C'est Willou aussi qui est avec nous. Yo, énorme, régal d'être là. On se retrouve pour parler de foot après OL Juve qui avait été incroyable. Lucas Touzard. Aïe. Et on avait commenté ça. Et ce soir, c'est un plateau spécial lyonnais. C'est vraiment... Le chat est à fond. Hein. Willou, le maillot, etc. C'est vrai que c'est aussi un gros collectionneur de maillots. On va en parler. Et en bout de table, on a Zach qui, lui, est habitué de l'émission. Parce que c'est vrai qu'Yann et Willou, c'est leur première ici dans Popcorn. Comment ça va, mon Zach? Eh ben, ça va super, franchement. Très content d'être ici. Très content de vous retrouver, de revenir encore une fois sur un petit plateau sympathique. Je suis de bonne humeur. Ah, ça fait un Zach de bonne humeur. Ah ouais. Il a mis le maillot, normalement tout va bien se passer. On a mis le maillot et en plus c'est très bien que tu dises que la Bible du football, tout ça machin, parce que du coup je revois Willou pour la première fois depuis quelques mois. Eurotour, les introductions, les petites envolées lyriques au début pour nous présenter le pays machin. T'as régalé, voilà, je me permets de le dire comme ça dans l'émission. Ça va kiffer. Non, clairement, déjà, c'est parce que j'imagine il y a des gens qui te connaissent pas forcément. Willou, toi, t'es spécialiste sur YouTube de foot, enfin pas que sur YouTube d'ailleurs, hein, parce que c'est ta passion, c'est aussi tout ce que tu fais avec ta chaîne. Du coup, très régulièrement, c'est l'actualité autour des clubs. Là, pour l'Euro, donc t'avais fait toute une série justement Eurotour où t'étais allé présenter chaque équipe nationale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça avait commencé février-mars 2020, avant le Covid. Donc j'avais fait 8 sélections, 8 nations, et on a fini ça du coup sur le début d'année 2021, un épisode par sélection, avec une petite intro effectivement. On le voit, ça c'est Eurojour, donc ça c'est ma série quotidienne tous les matins à 7h sur YouTube en ce moment pour parler des matchs de la veille. Mais à l'époque effectivement, ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo par pays. Voilà, histoire qu'on soit bien au courant, parce que j'avoue qu'il y a des équipes, si t'as pas bien suivi, c'est parfois... La Hongrie, on va en parler justement aussi tout à l'heure, un peu avant le match, parce que comme il y a le match France-Allemagne à 21h, c'est aussi le but de faire un petit before, qu'on puisse parler de la poule de l'équipe de France. C'est la folie, moi je suis trop hype. J'avoue que là, honnêtement, parce qu'il y a quand même eu, on va pas se refaire l'historique, hein, mais entre le Covid, etc. Là, tout à l'heure, on voyait, en ce moment même, il y a Hongrie-Portugal dans un match, dans un stade rempli, donc à 60 000 personnes. Stade rempli, monsieur, c'est le premier match en Europe avec stade plein depuis 1 an et demi. Ça fait plaisir de revoir ce genre d'image, etc. La Hongrie, eux, ils sont quand même chauffés. Justement, c'est assez particulier. Ils sont chauffés depuis le début pour que pour l'Euro, justement, le stade soit plein, c'est ça, non? Ouais, je pense que ça avait une portée même géopolitique un peu importante. Et effectivement, là, on a vu quelques images avant de se lancer sur l'émission. Énorme kiff de voir un stade de 60 000 places remplies, première fois depuis 1 an et demi. Et juste, grosse ambiance. Le stade, il est tout moderne. Il a été inauguré en 2019. Donc, 4 étoiles UEFA, vraiment très, très propre. Les tribunes à côté de la pelouse. Et la France, on va y jouer, du coup, samedi 15h. Donc, on va inaugurer ça. Il y a quelqu'un qui sera le Globetrotter. À chaque fois, on en parle. Honnêtement, Zach, tu parles de voyage, tu parles de pays de l'Est. Il y a forcément Zach dans le coin, avec un match de foot en plus. T'es sûr que là, il y a tout. Toi, tu fais le voyage, du coup? Ouais, exact. Je vais voir France-Hongrie. J'ai trouvé un petit voyage, donc une place vendue pas très cher par un Français. Honnête, 30 €. Son prix d'achat, tu vois. Et j'ai trouvé un petit vol depuis Milan, Ryanair. C'est hyper pas cher, 30 €. Ah oui, non, mais hyper pas cher. Après, catégorie 3, je suis peut-être sur le toit, tu vois. Tout là-haut, tu vas le voir. C'était avec les jumelles. C'est vrai.
Donc, tu vois, je sais pas si c'était super bien passé, mais bon, en tout cas, ça va être très très cool. Et pareil, j'ai trouvé un petit vol depuis Milan, tranquille. Bref, ça va être une aventure. Et en plus, en ce moment, je m'amuse à faire des petits live IRL et tout. Donc, je pense que j'en ferai un là-bas quelques heures avant, histoire un peu ambiance avant match et tout. Ce sera très cool. Et en plus, à chaque fois que tu parles d'Europe de l'Est, souvent les aficionados, c'est toi, je crois que tu y allais, ils disent Buda, Budapest, Buda. Et j'y suis jamais allé, donc ça va être l'occasion. Ah, c'est lourd, Buda. Pour le coup, j'avais fait très sympa. Enfin, tu vas voir, tu vas te régaler. Mais c'est vrai qu'en cette période d'Euro, je sais pas, j'avoue que là, en ce moment, c'est hypant. Moi, j'ai beaucoup suivi Roland aussi. Enfin, beaucoup, j'ai pas maté tous les matchs. Mais j'ai été un peu dans ce mood où il fait beau, en plein après-midi, clac, t'allumes la télé, ça joue. Chaque tennis ici, ça a pas trop suivi, si un peu, Yann. Zéro, toi. Lui, c'est un hater du tennis, lui. Non, alors, oui, on va remettre les pendules à l'heure. Je n'aime pas regarder le tennis, mais j'adore y jouer. Ok. Mais par contre, à regarder, j'avoue que je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment. Enfin, moi, j'ai eu ça pendant longtemps, mais je trouve qu'il faut un petit. Là, déjà, en fait, ça dépend. Parce que quand il y a du public, avec là, ce qui a pu se passer, Nadal, Djoko, etc., justement, avec la petite extension justement pour que le public reste, c'est quand même. Les mecs s'envoient de tels beignes que. Tu sais, c'est vraiment les. Et la télé, ça, tu te rends pas vraiment compte à quel point ça part vite, quoi. Oui, bien les sûr. services à 200 km/h, moi, ça me. Non, mais il y avait eu pareil comme ça, un petit m'impressionne. point. Tu sais, parce que je crois que Roland Garros, c'est le premier événement sportif qui a recommencé à avoir un peu de monde, vu qu'il y avait aussi des matchs en journée, tout ça. Ouais. Vu que tu sais, on est en plein des confis. Et donc, du coup, il y avait eu un point où à un moment, tu sais, t'as Roland qui crie comme ça. Il a tout fait. Ah ouais, mais ça, c'est une vie qui était belle, dis donc. Ouais. Franchement, c'était propre. Non, mais de fou. Mais du coup, toi, en ce moment, un peu plus F1. Enfin, toujours, toi, en même temps. Ouais, oui, mais là, c'est vrai que avec l'engouement qu'il y a pour la F1 depuis ces dernières années, là, 2-3 dernières années, là, je joue F1, je watch party F1 et je me régale. Je me régale sur cette saison. Il y a plus pour l'instant, il n'y a pas encore la suprématie Mercedes, la suprématie Hamilton. Ça fait que ça se bagarre et c'est un régal. On en parle souvent ici de F1 parce que c'est vrai que tout le monde Drive to Survive, la série sur Netflix qui a hypé tellement de temps. T'as maté, Willow ? Ouais, j'ai tout maté. Ah, mais tout le monde, hein, parce que ça te permet de te mettre un peu plus dedans, de comprendre les enjeux, etc. Mais attention, c'est hyper romancé. Oui. Drive to Survive, c'est très très romancé. Mais pour des casus, tu vois, ça te permet au moins de Ça t'approcher. t'accroche. C'est ce que ça t'a fait, toi, non ? Oui, carrément. Et je pense aussi que le gros attrait de cette série, c'est qu'il y a énormément d'inside et d'images qui peuvent être un peu clash. Genre, je sais que dans le foot, on ne donnerait pas ce niveau d'inside, tu vois. On ne permettrait pas qu'il y ait les dissensions entre coéquipiers qui soient à ce point-là mises en public. Ouais. Dans les documentaires qu'on a sur le monde du foot, ils sont beaucoup plus polissés. Il y en a qui sont bien, sympas et tout. Tu peux avoir un peu de vestiaire. Mais là, ils n'ont pas hésité à nous donner la matière, j'ai trouvé, de mon point de vue, un peu non averti. Et ça le rendait intéressant, ça le rendait un petit peu différent de ce qu'on peut avoir sur le foot. Il y a quand même All or Nothing, là, non ? Sur Prime Video, vous avez pas aimé Si, Moi, grave. j'ai adoré. Ouais, avec Mourinho, Ouais, Tottenham, etc. Ça m'avait un peu surpris Mais- de voir parfois des discussions. C'était avec notamment Eriksen dans le vestiaire, tu sais, quand il explique les choix, où t'as l'impression que ça dit un peu les termes. Ouais, mais C'est romancé franchement, aussi, ouais. Non, c'est pas nécessairement. Alors après, tout documentaire, il implique une construction un peu narrative. Tu vois, c'est sûr que dans l'agencement des matchs, etc., on essaye de construire des petites histoires, des micro-histoires. Mais c'est surtout que il n'y a pas. Tu sens que ça a été bien cuté. Tu sens qu'il y a des moments où les Ouais. coachs aussi ont dit, genre par exemple Pochettino, on le voit pas du tout sur cette saison de All or Nothing, alors que ça commence sur Tottenham, Pochettino, etc. Et lui, je pense, il a dit, Non, les caméras dans le vestiaire, c'est mort. Ouais. Et en fait, tu vois, les acteurs, ils sont tellement puissants qu'il n'y a pas vraiment la place pour des documentaires s'ils n'ont pas envie, en fait. Ouais, j'imagine, mais c'est vrai que Drive to Survive, au moins, ça a eu le mérite, comme tu disais, d'accrocher les Bien sûr. plus novices ou ceux qui se disent, bon, putain, jamais de la vie, je vais y aller. Et c'est vrai que Canal avec Ouais. Julien Febro, etc., maintenant, c'est incroyable. Je crois Ah. tous les grands prix ils font des records d'audience, Oui, il y a de tout à plus fait, en oui. plus de gens qui regardent. Et là, le dernier c'était trop bien. C'était où ? C'était à Bakou. C'était Bakou, ouais. Azerbaïdjan, oui, tout à fait. Non, très très beau Grand Prix. Enfin, beau Grand Prix on s'est un petit peu ennuyé jusqu'à la moitié. Puis après, il y a Stroll qui a crevé en pleine ligne droite. Ensuite, le Verstappen avec le restart, avec Hamilton qui se rate au premier virage, Gasly qui fait P3, Vettel qui fait P2. Extraordinaire comme Grand Prix, extraordinaire. Ah, Et- ça- Vas-y, pardon. Et vraiment, tu vois, par rapport à ça, le travail qu'a fait Netflix sur Drive to Survive, ça montre aussi quand il y a des belles narratives qui sont développées sur des formats vidéo, ça peut réellement te créer quelque chose de très cool. Pour revenir sur le foot, moi, un des trucs que j'ai adoré, je pense que j'en parlais en live et certains étaient pas mal d'accord, c'était la communication faite par l'équipe de France dès l'époque mondiale 2018, avec les caméras qui suivaient entre les matchs, tu vois, les moments entre les joueurs quand ils se taquinent sur FM, quand tu les suis. Ça m'a donné vraiment un
réel attachement à ce groupe. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a peut-être un petit peu dérangé quand il y a eu des vieilles polémiques récemment. Mais au global, c'est un groupe de joueurs que j'aime bien et que je trouve attachant et vraiment sympathique. Tu vois. Carrément d'accord avec ça. Je pense que même actuellement, tu le vois sur la chaîne YouTube de l'équipe de France, qui est assez sympa à suivre. En plus, ils publient régulièrement. Bah, tu as beaucoup de ces petits insights. Même, tu vois, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue narratif et puis à s'attacher au groupe carrément. Mais même d'un point de vue technique, voir les exercices qui sont mis en place, même des trucs un peu basiques auxquels tu penses pas, comment s'échauffer avant une rencontre. Tu les vois en salle, c'est pas salle d'éveil, mais salle d'échauffement un peu, ou pendant 1 heure. T'as Dubois qui fait du vélo, les latéraux qui sont déjà en train de charbonner et tout. Avant le match, tu vois, et genre, bon, c'est des trucs que tu peux voir un peu dans des documentaires, mais ça te permet d'être vraiment au contact du quotidien des joueurs, et je trouve ça bien sympa. Ouais. Mais je pense qu'en tant que fan de sport, tout ce qui est justement image un peu exclusive, etc., ça a comme tu dis, ça a commencé à arriver. Et c'est tellement bien, mais même, y avait eu le discours de Zizou à la mi-temps, je crois, d'une finale de Ligue des Champions. Enfin, tu sais, des trucs dans le vestiaire, etc., où t'es en mode, vas-y, mais qu'est-ce qui se dit, quoi? Parce qu'on avait eu Aimé Jacquet avec Muscle ton jeu, Robert, tu vois, mais sinon, t'en as pas tant que ça, quoi. Et c'est tellement le feu de pouvoir, les insights, c'est top. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas mal discours de Parker aussi en basket. Je sais que Yann, basket, boum. Non, mais contre l'Espagne, effectivement, un discours qui peut même servir de même maintenant, parce que bon, il est un peu vulgaire, donc je vais pas le dire à l'antenne, mais c'est vrai que c'est quelques mots, mais comme il le dit, c'est bien senti. Et effectivement, il y a les caméras qui sont présentes. Ensuite, il y a l'autorisation forcément de l'équipe de France. Après, vous pouvez diffuser ces images-là. Bon, en même temps, on a gagné. Enfin, ils ont gagné. Mais voilà. Alors après, pour moi, pour l'Inside, est-ce que vous voulez vraiment tout savoir? Ou est-ce que vous voulez quand même garder une petite part de mystère, pas forcément accéder à toutes les informations, ou ce qu'on vous donne, ça vous suffit? De toute manière, je pense que tu n'auras jamais. Ah non, c'est sûr. Et dans ma posture de suiveur du foot, tout ce qu'on me donne est bon à prendre parce qu'on nous a tellement peu donné pour l'instant. Tu vois, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Donc là, chaque documentaire, moi je suis chaud. Mais une petite part de mystère, je pense qu'il y en aura toujours sur le niveau de performance. Enfin, le quotidien d'un athlète, c'est tellement à part. Mais les petites dynamiques de vestiaire, elles sont quand même sympas à suivre. Ouais, je pense que tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas tout avoir, mais le moindre. Enfin, ils peuvent pas tout donner parce qu'il faut que ce soit gardé de la magie et puis même justement le secret de vestiaire. Mais nous, je pense que tout ce qu'on peut prendre, on prend. Quoi. En tant que ça soit supporter ou autre, t'es en mode let's go, on y va, c'est parti. Et d'ailleurs, en parlant justement d'Inside un peu, je crois qu'on parlait de Formule 1 ce week-end, Grand Prix de France. Oui. Toi, t'y vas, toi, non? Oui. Le chanceux. C'est incroyable. Non, mais premier test antigénique pour l'émission, premier popcorn et premier Grand Prix. Belle semaine. De Formule 1. Excellente semaine. Magnifique. Excellente semaine. Non mais oui, je vais voir pour la toute première fois un Grand Prix. Ça va être le Grand Prix de France, donc sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Je pense que je vais m'en prendre. Alors, je vais pas m'en prendre plein les oreilles parce que les moteurs ont changé, mais je vais m'en prendre plein les yeux. Il va y avoir l'odeur et en plus il va y avoir. C'est en jauge réduite, mais il y aura quand même du public. Ok. Et 15 000 personnes par jour, si je dis pas de bêtises, entre samedi et dimanche. Donc non, mais je vais tout me prendre comme ça. Là. Intéressant. Ça m'intéresse de savoir parce que j'avais toujours cette vision d'aller assister à un Grand Prix. En mode peut-être une expérience un peu frustrante de voir qu'une partie du circuit. Qu'est-ce que toi tu vas chercher principalement dans le fait d'être là par rapport à le regarder à la télé? Alors, de toute façon, je pense que pour n'importe quel sport, là où tu le vois mieux, c'est à la télé. Forcément, avec toutes les caméras, les ralentis. Pas nécessairement en foot, c'est très différent, je trouve. Justement, oui, t'as un plan global, mais t'as pas les ralentis, ou ça dépend sur quels écrans, mais bon, t'as pas les caméras loop, etc. Mais c'est vrai que là, en F1, pour le coup, t'es dans une tribune, t'as des écrans géants quand même, mais c'est vrai que tu ne suis pas tout le tour d'un pilote. Moi, justement, je vais pouvoir faire le parallèle. En gros, moi, ça va être le sur parallèle. place, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai, quoi? Parce qu'on est quand même sur un sport que moi, je catalogue de mythique. Il y a que 20 pilotes dans le monde qui font ça. Donc, franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Ok, d'accord. Donc, je vais tout prendre. T'es invité ou tu vas genre juste comme ça? Je suis invité. Il peut pas tout dire. J'y vais aussi un peu pour travailler. Enfin, moi, il y a. Non, mais je vais me régaler. Je vais quand même me régaler. Mais c'est vrai, quoi, c'est une ambiance de. Moi, j'avais fait les 24 heures du Mans étant petit. Ouais. Mon père était fan, donc j'ai pas pu faire vraiment. Parce que c'est la beuverie là-bas, quoi. C'est-à-dire que t'as les Néerlandais, ils viennent en minivan et compagnie, mais c'est une ambiance de fou. Et après, c'est 24 heures, donc c'est un peu différent. Tu rechopes de temps en temps, tu dors et tout, quoi. Je pense qu'en termes de réelle beuverie,
C'est quand même les Bob Cochonou au Tour de France. C'est les caravanes, comme tu dis, sur le Tourmalet. Les mecs qui passent, à côté, il y a Jean Ricard, comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la télé, je pense que c'est différent parce que par exemple, tu vois, foot, il y a tout ce qui est analyse tactique du placement. C'est-à-dire que très souvent, en fait, comme c'est que le jeu avec ballon, tu vois pas justement que ça soit les replis défensifs, les efforts de placement, les appels et compagnie. Ou quand t'es au stade, c'est trop intéressant de voir ça. Moi, j'avais eu la chance de faire OL Barça au Groupama quand on avait fait 0-0. De temps en temps, ça s'éteint ici. Hein. C'est l'avantage de ce studio. On sait pas si l'émission va s'arrêter ou pas. Ça met juste des petites feintes, c'est normal. Vous allez vous habituer. C'est des petits clignements d'œil. Et du coup, comment ça s'appelle ? Tu vois, genre Messi. Première fois que je le voyais, c'est incroyable. Mais Messi qui tout d'un coup, il marche énormément sur les replis, sur les trucs ou quoi. Et tu peux juste te dire, je vais mater Messi pendant 5 minutes. Là. Mais comment il fait ? C'est exactement aussi. C'est exactement ce que je me dis. C'est que je me dis que là, le mec qui passe là, dans le casque, dessous, c'est Hamilton. C'est le vrai. Je comprends. Il passe va moi. Ça va me rendre dingue. Et là, c'est cool cette année aussi parce que d'habitude, c'est quand même Hamilton, Mercedes. Là, il y a quand même un petit fight, non ? Il y a clairement un petit fight. Tout simplement, Verstappen est devant au classement général. Classement constructeur, c'est Red Bull qui est devant. Donc moi, comme j'ai dit, ma saison rêvée, c'est Hamilton champion du monde pour le 8e titre. Voilà, il écrit l'histoire. Ça y est, bon, il l'a déjà un peu écrite, mais là, il l'écrit tout seul. Et Red Bull champion du monde des constructeurs parce que là, ça veut dire qu'on aura de la bagarre, mais jusqu'au bout. Ok. Écoute, c'est noté. Zach, toi qui suis la F1. Moi, je suis un Formule X, mais. Non, il n'y a pas de Formule X. Mais je préfère Verstappen. Tu t'y mets. Non, mais ça, je comprends. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, 3-4 ans, t'aurais du mal avec Verstappen. Mais je vais dire, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube vite fait sur le truc de la F1. Ça avait l'air d'être une tête de débile. Il avait son caractère. Voilà, il avait son caractère. Mais justement, quand j'ai vu le reportage, là, j'aime bien des fois les mecs quand ils sont un peu arrogants et lui, ça a l'air d'être le cas. Et en plus, il performe derrière. Donc... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, les gars, écoutez, on est à. C'est fou, on est à 1h40 du premier match des Bleus. Papillon dans le ventre. Des Bleus à l'Euro, c'est pression quand même. Hein. Il se passe beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. On finira justement un peu avec un petit pré-match, justement aussi pour savoir. On a Willou, on a aussi son expertise sur les favoris, sur les adversaires aussi qu'on va rencontrer lors des phases de poule. Pouvoir avoir son expertise sur les différents participants. Aucun rapport, mais j'avais vu, parce qu'il y a des petits trucs, on va parler majoritairement de sport. Comme je vous le disais, il va quand même y avoir donc, mes actus où il y a une actu sport en plus. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est vrai. C'est ça, genre, en fait, dans Popcorn, on parle trop peu de sport parfois. Et on s'est dit, écoute, c'est l'occasion, c'est le moment, ça fait du bien. Moi, j'ai fait 1 ou 2 soirées, là, j'avoue que j'ai l'impression que c'était toute ma vie. Tu sais, je parlais de Roland, je parlais de foot, de matchs que j'avais pas vu, rien à foutre. Je me suis dit, on va ramener de l'expert quand même ici qui a bien pu analyser et qui a bien pu voir absolument tout ce qui se passait. J'ai raté le début. Oui, mais tout juste, ça fait à peine 20 minutes qu'on a commencé, donc tout va bien se passer. Qu'est-ce que ça dit sur le chat ? Rewind de Twitch, le rewind de Twitch, ça va être dans quelques minutes. Trop peu de sport. Bah ouais, non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Sur Twitch, d'ailleurs, toi, justement, Willou, là, t'as commencé tous les soirs, t'es en live sur ta chaîne et tu débriefes les matchs de l'Euro aussi, non ? Alors, pas tout à fait, mais je me suis lancé effectivement. Le soir, plus compliqué finalement, parce que je prépare cette vidéo quotidienne qui sort sur la chaîne à 7h, sur la chaîne YouTube. Mais régulièrement, entre les matchs, peut-être en avant-match, j'essaye de faire 1 fois par jour, même si c'était un petit peu moins récemment. Mais ouais, grave, parce que l'opportunité de parler différemment, franchement, écoute, tu dois bien le savoir. Et parler différemment, parler de choses dont je ne parlerai pas nécessairement sur la chaîne YouTube, tu vois, juste parler pendant 1 heure de la Suisse, après le match de la Suisse, j'en aurais pas fait une longue vidéo. Donc grave sympa, et l'expérience top, les gens super cool dans le chat. Bonne expérience pour l'instant sur Twitch. Ouais, grave. Bon, écoute, ça fait plaisir. En tout cas, les gens étaient très contents de te voir ici dans l'émission et ça fait bien plaisir. Juste avant, vous parliez du rewind de Twitch. Écoutez, je vous propose de démarrer tranquillement l'émission. Un petit rewind de Twitch et on arrive juste après. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. L'heure du rewind de Twitch. C'est l'heure du rewind. Avec tout plein de streamers qui crient. Salut à tous, comme chaque semaine, on vous régale avec un petit rewind de Twitch qui fait plaisir, alors installez-vous. Petite découverte de la semaine, le joueur Trackmania TAC. Attention, toute ressemblance avec un streamer existant serait purement fortuite. Wizard, est-ce que tu serais pas quelqu'un de la team Karim Benzema? Plus jamais. Chaque semaine, Shaw arrive avec une nouvelle dinguerie et chaque semaine, il arrive à nous surprendre. Oh, y a un truc à faire, chat. Y a un truc à faire, pas sûr que ça passe.
Je vais enfin arrêter de vous saouler dans le rewind avec Ziwoo, j'ai trouvé son remplaçant. Un tout petit pixel déplacé, Mizuta, 1v3. Il commence par faire tomber un premier joueur, il a 22 PV, il essaie de se replacer sur le site pour surprendre, il va chercher un kill headshot. Il peut le faire là-dessus. Une balle sur Alexis pour le mettre au sol, un sniper contre un AK. Mizuta a réussi à se replacer, Alexis ne sait pas du tout où il se trouve. Mizuta le fait. Mizuta le fait. Encore un clutch pour conclure. Vous ne vous êtes peut-être pas posé la question, mais on va y répondre quand même. Non, ce n'est pas Billy qui a entraîné Mizuta. Mais j'ai une arme, je te jure, elle pue sa mère tout le temps, il la dévisse, je comprends pas. Il la dévisse. Wallah, il dévisse le bout, ça veut dire que je peux même pas me taper. Ah, Mais yes. non, mais faut pas que je fasse clic droit aussi. Ah oui, d'accord, ok. On le répète chaque semaine ici, le karma frappe toujours. Et ce n'est pas parce que tu es sur un dead game qu'il va te laisser tranquille, Mintos. Ah, j'ai voulu le baiser, j'y suis pas arrivé. Non, mais putain, je dis pas. Faut pas dire cher. Putain, je me fais karma à chaque fois. C'était la reprise de la LFL la semaine dernière et on n'oublie pas que le couvre-feu est aussi passé à 23h. Juste pour vous donner une petite info niveau timing, il sera bientôt 23h. Ouais, c'est Voilà. cool. Y a pas de souci. Bientôt 23h. T'es pressé? T'as quelque part, tu voulais quelque part? Bah ta mère m'attend. Il est 23h, il a le droit. Les joueurs K-Corp étaient très contents de cette reprise, la preuve avec Syncroft, fidèle à lui-même. Je pense que c'est un peu tout le monde, va falloir voir ce que ça donne. Je pense que Vita. Comme d'hab, une bonne reprise avec un bon classico, Solari vs K-Corp, et comme dirait Kotai, un classico, ça se gagne. Le smack est récupéré, mais c'est pas grave. Le fight est exceptionnel. Le fight est exceptionnel. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. C'est fini. Dehors, dehors, dehors. Dehors. Si vous étiez un minimum sur Twitch ce week-end, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de l'événement jeu vidéo l'E3. On va pas se mentir, on s'est fait un peu chier. Quelle était la partie la plus dure Qu'est-ce qui a pris le plus de temps pour faire ce jeu? Mais t'as toujours les mêmes questions, j'en ai pas le cul, merde. Et si vous aviez quand même un peu de doute, on prend les paris avec Mister MV. 60 balles, je mets 60 balles sur la table. La dernière question qu'elle posera. Et qu'est-ce que ça fait de rejoindre Koch Games et Prime Matter? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme putain d'expérience? Alors la question finale, quels sont les bénéfices de faire partie de Koch Media et de Prime Matter? Hugo se faisait tellement chier qu'il a préféré commencer le montage de sa batterie. Attention quand même, on est sur Twitch les coquinous. Guys, I'm stuck. Step chat. Help me please. What are you doing, Step chat? Stop watching my asshole. Bravo à nos champions du Twitch Rivals, et Pierre, Redtox, Bichard, Jimmy Boy et Ika qui ramènent la coupe à la maison. Et pour l'occasion, et Pierre met les choses au clair une bonne fois pour toutes. It's a really important question here. Settle the debate once and for all. Is it chocolatine or is it pain au chocolat? It's pain au chocolat. Chocolatine is for the weird part of France, but it's pain au chocolat. Ce week-end s'est également déroulé le Alive Event, un marathon caritatif au profit de la fondation Analgesia. On a eu la chance d'avoir du hot tub avec Berlu pour un karaoké d'anthologie. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. On termine donc cette semaine de Rewind de Twitch avec l'image de la semaine. Bravo à tous pour les 77 214 € récoltés et à la semaine prochaine. Et félicitations à tous les streamers, voilà, pour Alive, 77 000 € récoltés, au final plus de 52 heures de live pour la fondation Analgesia, donc ça fait plaisir, les petites initiatives comme ça s'est chauffé, donc juste bravo en fait. En ce moment il y a l'E3 justement qui est en cours, je crois que si je dis pas de bêtises, il y avait Nintendo aussi, Nintendo Direct qui était en train de passer, j'en avais parlé, alors ici de ce que j'ai compris, ça n'a pas trop suivi l'E3, je dois avouer que moi pas trop non plus. Est-ce que dans le chat, tiens, je suis curieux de savoir si vous avez maté vous ou pas. Pire Nintendo Direct, c'est fini surtout, belle déception le 3, éclaté, non. Pourquoi c'est si tôt? Parce qu'il y a le match des Bleus à 21h, c'était impossible pour nous de faire un popcorn. Je sais que ça change un peu vos habitudes. Popcorn, d'habitude c'est 20h avec le retard.
c'est 20h10. Donc quand c'est 19h, je comprends que tout d'un coup, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que on voulait à tout prix pouvoir mater les Bleus claquer au sol. C'est vrai que le 3, ça a l'air difficile, mais toi Zach, qui même Yann, qui est quand même très jeu vidéo. Ça t'a jamais chauffé, toi, de mater les conférences? T'as envie de jouer, toi, au jeu? Oui, voilà. En fait, moi, regarder le pire, c'est regarder des cinématiques. Pour moi, ça ne m'apporte rien. Voir du gameplay à la rigueur. Mais en fait, pour suivre le 3, je suis les copains qui suivent le 3. Ouais. Et j'ai un petit résumé comme ça. Généralement, c'est ce que je lis éclaté, je lis tristesse. Là, ça donnait pas envie. Hein. Tu vois, les premières conférences, je suivais un peu MV. J'étais avec lui hier au FC Silmi qui était en mode une purge. Voilà, tout simplement. Et ça avait l'air d'être ça à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça donne pas spécialement envie de se dire, vas-y, celle-là. Mais j'ai vu le tweet, il y a Hugo, il a tweeté également. On l'a vu là dans le rewind, il était à son avantage. Et en vrai, il a tweeté, il a dit, je sais pas si c'est moi qui deviens aigri ou quoi, mais il a trouvé apparemment le 3 vraiment calamiteux. Il y avait pas grand chose qui le hypait, etc. Et moi, les conférences, j'en suivais quand j'étais un peu plus jeune, c'est genre ambiance 2014-2015. Le 3, j'y suis même déjà allé. D'ailleurs, au passage, j'avais trouvé ça pas terrible, mais bon, ça c'est encore que mon avis. Mais en réalité, c'est parce que je me rendais compte qu'à la conférence, tu vois, quand c'était bien présenté, il pouvait y avoir des choses ou des jeux ou quoi qui me hypaient. Je me disais, wow, ça a l'air lourd, pas mal. Derrière, j'y jouais pas du tout. Ouais. Ou alors, dès que ça sortait, j'en entends pas du tout parler, tu vois, machin. J'en retirais pas grand chose. Donc, au final, j'avoue que j'ai pas trop suivi le 3. J'en suis resté là, quoi. Peut-être année particulière, les gens disent Xbox c'était la mieux, d'autres qui disent justement que c'était peut-être la moins pire, mais c'est vrai qu'il y a eu des conférences avec juste parfois de la discussion, etc. Et c'est vrai que nous on est curieux, on veut parfois du gameplay ou autre. Battlefield, peut-être Zach, toi qui es quand même un gros fan de code, il te tente le prochain? Moi je le testerai dans tous les cas. Okay. Parce que je me rappelle en 2016-2017, j'avais bien kiffé Battlefield 1. Donc j'ai joué au 5 aussi, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas creusé plus que ça. Battlefield 1, pour ceux qui se rappellent et qui me suivaient à l'époque sur YouTube, je faisais des vidéos avec Loan dessus. Donc des petites vidéos toutes bidons, on allait tu vois, en ruée ou des trucs comme ça, et on parlait un peu comme des darons, tout ça, machin. Mais t'imagines Zach et Lolo dans un pick-up en train de parler comme des darons. Bon, franchement, on rigolait bien. C'est une ambiance, hein. Ouais, c'est ça, c'est un vrai délire. Battlefield, Yann, t'as joué toi? Oui. À l'ancienne? Justement, non, mais plus le 1 et le 5, moi je me suis bien régalé. Tu pars dans une escouade, t'es 3-4 potes, et franchement, tu t'amuses. Donc celui-là, moi, alors je vais pas dire que je suis hype, je vais le prendre, je vais y jouer, ça c'est clair. Et est-ce que je vais y jouer longtemps, ça c'est encore une autre question, ça. Ouais, ça sera à voir, grosse hype. La moins pire, sérieusement, c'était une bonne conf. Non, les gens qui défendent Xbox, qui avaient l'air quand même d'être pas mal du tout, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a senti quand même une grosse déception. Moi, ça me permettait de temps en temps de voir des petits nouveaux jeux, etc. Mais dans l'ensemble, je me suis pas trop chauffé. On verra justement les quelques jeux qui peuvent sortir, peut-être qui peuvent donner envie BF. Il y a quand même pas mal de gens là qui sont Riders, sur BF. Riders quelque chose là. Ah non, ça a l'air horrible ça. Moi ça me plaît bien, moi, le vélo. Riders République, non? Oui, Riders République. Toi, ça t'a pas. J'ai vu que c'était que. Ça va être un steep. En gros, le jeu steep, mais sur pas sur la neige, quoi, sur le sol, on va dire classique, sur la terre sèche. Je vais y jouer 2 heures, on va se marrer, on va tomber. C'est vrai que toi t'aimais bien les Rockfest et tout, les jeux comme ça. Mais après c'est vrai que c'est sympa parce qu'en fait après c'est comme ça. Les jeux c'est en fonction comment tu joues, etc. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que là on est sur du 100% fun. Je sais pas jusqu'à combien on peut jouer. Est-ce qu'il y aura des parties privées, etc. Mais il y a vraiment moyen de passer des sessions. Par exemple, je pense au stream. Tu fais 2 heures de session comme ça avec des copains, tu t'amuses, quoi. Non, clairement, mais en tout cas, il y a eu un gros coverage sur Twitch, un peu de tous les côtés là, et avec le Nintendo Direct qui a fini juste avant avec Ponce aussi, Pompon qu'on retrouvera mardi prochain, qui était dessus. Il y a quand même de la neige, le nouveau GTA. Bon, en tout cas, vous verrez, on n'est pas. J'avais juste envie d'en parler vite fait parce que c'était le Nintendo Direct, mais c'est vrai que là, on vous apporte pas énormément d'informations. Non, c'était pas la. Bon voilà, gros coverage. Du coup, c'est énorme. Ça dit quoi cette conf du coup de l'autre côté? L'enfer. On est avant tout là pour parler sport ce soir, mais pas que, puisque tout de suite, c'est les actus de pair. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de pair.
Je dis que ça allait pas parler sport, c'est du mensonge. Première thématique, directement, on rentre dedans. Vous l'avez sûrement vu passer, Zach est mort de rire. Grosse période en ce moment de négociation pour les droits de diffusion de la Ligue 1. Grosse surprise quand même qui est tombée là il y a quelques jours avec la présence d'Amazon qui débarque sur le terrain. La Ligue de football professionnel, donc la LFP, qui voulait 600 millions d'euros pour la prochaine saison. Canal, du coup, eux, ils ont baissé leur offre 530 millions selon donc les infos du Monde. Ça n'a pas trop plu aux dirigeants de la LFP qui sont allés toquer justement chez le géant du streaming Prime Video. Prime, tout simplement. En ce moment, ils y vont, ils alignent. 663 millions d'euros pour 80% de la Ligue 1. Donc du coup, ça y est, c'est fait. On a un petit tableau justement avec la montée, la flambée des prix des droits de télé. Donc ça, c'est en millions d'euros. Donc on voit en 1997-2000, j'ai revu TPS. TPS, ça date. TPS Star, ça date. C'est l'époque de nos grands-pères. Merci beaucoup, Zach. Merci infiniment. Merci non, mais beaucoup. c'est vrai que remets, pardon. Mais on voit que TPS, c'était à l'ancienne avec Canal+. Donc l'an dernier, avec Mediapro, il y a eu le fiasco, etc. Donc ils voulaient sûrement justement des partenaires un peu plus solides, même si Amazon n'a pas encore vraiment fait ça. Avec Roland Garros notamment, ils ont commencé justement à mettre un petit pied dedans. Ils vont détenir donc du coup 80% de la Ligue 1 jusqu'en 2024. 668 millions, c'est le total. C'est le total justement qui va être mis. Et la bonne nouvelle quand même, surtout nous sur Twitch, c'est que justement l'abonnement Prime, pour l'instant, il va pas être valorisé en conséquence. On n'a pas encore toutes les infos sur justement comment ça va se passer, parce que c'est la grosse question. Pour l'instant, c'est donc 49 € par an pour avoir Prime, qui vous permet donc du coup de poser, si vous voulez, un sub Twitch à n'importe quel streamer, aussi d'avoir donc l'abonnement à Prime Video, et aussi donc les courses, pouvoir les recevoir. On dirait un truc promo là. J'aurais été sponsor de l'émission. D'ailleurs, Amazon. Je me dis, Jeff, je t'adore. un t-shirt Jeff Bezos. Gros bisous, Jeff. Je vraiment. Ouais, mais c'est vrai. T'as les CGU aussi. Je mets tout. 25 € pour les étudiants. Non, mais c'est vrai, ça pour le coup c'est bon plan. Mais non, parce que honnêtement, si tu peux toucher pour 5 € par mois, tu peux mater 80% des matchs de foot, t'es en mode pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant. Mais comme je vous disais, ils ont déjà eu Roland Garros, ça avait surpris un petit peu que tout d'un coup Prime Video arrive sur Roland Garros, où du coup les matchs du soir étaient en exclusivité sur Prime Video. Au total, Roland Garros en France, la diffusion c'est 20 millions. Donc 20 millions qui est partagé entre France TV et Prime Video. On ne sait pas à quel point exactement, mais Amazon avait 30%. Je crois qu'il y avait petite musique de multiplex, un but de la Hongrie, c'est hors-jeu. Oui, Willou qui a failli sauter. Il y a hors-jeu. Faut choisir vidéo. Hors-jeu, non, c'est hors-jeu, tout va bien, tout se passe bien. Voilà, bonne nouvelle qu'on ait les infos en direct. Ah mais t'inquiète, j'attends juste parce que j'ai hésité à me dire, est-ce que ce soir, si par exemple il y a un but, etc., Hongrie-Portugal, je le dis direct, mais je me suis dit que pour ceux qui matent en double écran, c'est terrible de mater Popcorn, de se faire spoil par Popcorn alors que tu mates le match juste à côté. Donc vous verrez, mais on vous tiendra au courant bien sûr des résultats. Est-ce que dans le chat justement vous avez regardé? Je sais que on en parlait de tennis, ça n'a pas trop suivi. Sur Prime Video, est-ce que vous avez suivi rapidement des matchs quand même, Zach? Alors j'ai pas suivi de match sur Prime Video. Par contre Prime Video, j'ai déjà regardé des choses dessus. Ouais. Donc c'est une plateforme qui est assez fournie, mais après je connais pas exactement, tu vois, à quel point le marché du service, de vidéo à la demande, pardon, se décompose. Combien à Netflix, combien à Prime Video, combien à Salto, sait-on jamais. Donc en vrai, Orvan, donc en vrai, Orvan, je me dis quoi? Je me dis que Amazon, peut-être, ils ont envie de mettre un petit peu la lumière sur leur plateforme. Et en fait, la force qu'a Amazon par rapport à d'autres acteurs, comme par exemple Mediapro ou autres, c'est que ils ont les reins assez solides. S'ils ont envie de mettre en place, tu vois, quelque chose de vraiment sérieux avec leur plateforme pour pouvoir la mettre en avant, pour pouvoir accepter d'encaisser des pertes pendant quelques années, le temps, tu vois, de mettre en place leur plateforme, de faire en sorte que les gens aillent voir dessus, de se dire tiens, il y a la Ligue 1, mais il y a aussi The Night Off ou d'autres reportages sympas ou des trucs comme ça, et à terme parier dessus, tu vois, tout en acceptant de perdre des sous pendant quelques années. Alors que par exemple, un Mediapro ou d'autres entreprises privées qui ne peuvent pas vraiment se permettre ça parce qu'elles n'ont pas les reins aussi solides, il leur faut peut-être un retour sur investissement direct qu'elles n'ont peut-être pas à l'heure actuelle avec la Ligue 1, tu vois.
Bah, je pense que pour nous, les clients, c'est hyper intéressant parce que c'est la grosse difficulté d'avoir 10 comptes différents. Pour regarder du foot maintenant, c'est l'enfer. C'est-à-dire que si tu veux mater la Ligue 1, un peu de Première Ligue, tu te mates aussi la Ligue des Champions, bon, bah, tout de suite, c'est mort. T'as 3 comptes différents. Tu parlais de rein solide, j'ai découvert qu'en mars, du coup, Amazon, ils ont posé, alors c'est pas que eux, parce que très souvent, justement, c'est comme là pour la Ligue 1, c'est des packages. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas qu'une seule entreprise qui pose. 100 milliards, c'est bien 100 milliards sur 10 ans pour les droits de la NFL. Donc du coup, ça c'est Amazon qui a posé ça avec, donc c'est un deal qui se partage entre Amazon, Fox, NBC et CBS. Amazon donc du coup qui s'est mis dans le deal, qui a récupéré donc du coup l'exclusivité des matchs du jeudi et petit à petit justement ils prennent de plus en plus dans la NFL. Donc c'est juste hallucinant, c'est 10 milliards l'année partagés entre les chaînes. Mais Amazon donc du coup qui est rentré là-dedans, ils ont pas peur de plus en plus de récupérer des droits sportifs justement. Donc ça avait un peu choqué aussi aux États-Unis. Après là-bas aux États-Unis, Prime tout le monde a. C'est-à-dire qu'Amazon vraiment, il y a 80% des foyers américains qui en sont équipés. Donc c'est un peu autre chose. 100 milliards, hein, c'est bien le chiffre. J'étais en mode, en fait, j'ai vu le chiffre, je ne comprenais pas comment c'était possible. C'est le partage, donc c'est impossible de savoir exactement qui a mis combien. Mais en tout cas, ils sont rentrés là-dedans, là, déjà. Et si tu regardes 100 milliards, du coup, 10 milliards par an, parce que c'est 100 milliards sur 10 années, 10 milliards par an. Et là, on voyait la Ligue 1 qui est autour de 700 millions par an. Ça fait que la NFL, c'est quoi, 12-13 fois la Ligue 1 de leur point de vue, ce qui me semble correct. Je pense que l'estimation, elle est OK. Mais c'est... non, excuse-moi, c'est juste pour savoir, est-ce que sur les autres championnats, il va y avoir bientôt des appels d'offres? Parce que là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers presque un monopole de diffusion de la part d'Amazon. En fait, ça dépend parce que je sais qu'à l'heure actuelle, il me semble, dans d'autres championnats, il y a DAZN, donc c'est un autre gros acteur. The Zone, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un autre gros acteur qui possède également, tu vois, plusieurs matchs et tout, enfin plusieurs ligues, etc., de diffusion à l'étranger pour des prix assez abordables. Après, à l'heure actuelle, tu vois, le foot, il y a un problème d'accessibilité, comme il a dit PA, il y a trop de de chaînes à avoir, c'est assez cher. Mediapro était venu avec un produit à 25 €. Ça faisait un cumulé où si tu voulais vraiment être un fan de foot, regarder beaucoup de matchs, bah, ça te coûtait très cher. Donc il y a un problème d'accessibilité même pour intéresser les nouveaux jeunes, tu vois, parce que le football, en tout cas sur certains segments, perdait de l'audience des fois, tu vois, ça intéressait de moins en moins les personnes. C'est pour ça en partie qu'il y a des projets comme la Super League, aussi pour les sous, hein, bien sûr, on n'est pas bête, mais qui essayaient peut-être toi, de proposer des idées en ce sens. Et à l'heure actuelle, ça passe par l'accessibilité, ça passe aussi par d'autres choses, notamment des notions de spectacle ou autre, mais là on va pas commencer à débattre de ça ici. Mais effectivement, peut-être une offre moins chère pour pouvoir regarder 80% des matchs, et peut-être même à terme, sait-on jamais, tu sais qu'ils en autorisent un par semaine sur Twitch ou quoi, sur lequel tu pourrais tu pourrais regarder avec les gens, ce serait incroyable. En fait, c'est ça qui, excuse-moi Oulou, c'est ça qui est énorme. Au passage, je me permets, but du Portugal. Petite la logique info. est respectée. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui était énorme. C'est-à-dire que si Amazon a les droits, il y a la fonctionnalité de Watch Party, donc du coup qui a été mise sur Twitch. C'est-à-dire que nous, les streamers, on peut à n'importe quel moment se dire, bah en fait, on va mater le contenu Prime avec nos viewers. Alors il faut quand même que les viewers aient un compte Prime validé, relié, etc. Mais du coup, pourquoi pas pouvoir se mater un match, j'en sais rien, nous on est 3 supporters lyonnais, se mater le match de Lyon, on avait commenté à l'époque OL Juve en Ligue des Champions, c'est d'autres droits encore, mais en OL PSG, et limite tu pourrais retrouver ce côté où en fait ton match il va être commenté peut-être justement par un supporter de ton propre club, ce qui parfois manque un peu aux supporters, je sais pas ce que vous pensez, mais parce que du coup il y a plus d'envie, parce que les commentateurs se doivent de rester hyper neutres, mais ce qui fait que ça tue parfois un peu la passion, là où quand tu regardes des matchs de l'équipe de France par exemple, t'es content quand le mec il est 800% chauvin, il est en mode vas-y frérot, on est français, soutiens la France, on est à fond. T'en penses quoi Willou? Ouais, carrément, très bon point. Je pense qu'effectivement pour une frange de l'audimat, le fait d'avoir des commentateurs plus engagés et plus vocaux et qui basculent plus dans la folie, ça peut être c'est une super opportunité, ça peut bien fonctionner je pense. Je pense aussi que un des problèmes qu'on a actuellement, c'est simplement le niveau de qualité absolue, tu vois, c'est pas une question de à quel point ils sont engagés pour un club en particulier où ils te font vivre l'intensité, c'est juste la qualité du discours qui est porté sur la rencontre, tu vois. Et ça me permet de rebondir un petit peu sur t'évoquer la question du spectacle, tu vois. Combien vaut la Ligue 1 et combien ça coûte de t'abonner, voir tous les matchs. Le problème, c'est surtout
quel produit est-ce que tu as ensuite, tu vois. Quand la qualité des matchs est exécrable, parce que regarde, en Angleterre, tu vois, pour s'abonner à Sky Sports, BT, etc., il me semblait que c'était autour de 100 livres par mois, tu vois, si tu veux voir toutes les rencontres. Mais donc c'est énorme et c'est décrété là-bas aussi, mais le niveau de qualité, il est tout autre, tu vois, c'est un autre sport qui est pratiqué. Et c'est pas seulement la qualité du jeu en lui-même, c'est aussi comment il est filmé, les pelouses dans les stades, l'arbitrage. En fait, il y a plein de choses de mon point de vue que la Ligue et que les instances peuvent faire pour rendre leurs produits plus attractifs, qui n'est pas immédiatement le fait d'avoir des meilleurs joueurs. Moi, je suis choqué qu'on se penche pas plus sur cette question. Et après, on va pleurer parce que les offres sont pas à la hauteur, machin, mais il y a du travail. Parce que c'est ça qui a été... Il y a penalty transformé de Ronaldo, 2-0. 2-0 pour le Portugal, 87e minute. C'est quasiment la fin là, du premier match pour notre poule en Hongrie et Portugal qui sont dans la poule de la France. Avec l'Allemagne, ça sera à 21h. Justement, je veux bien qu'on remontre la petite photo sur Prime Video. C'est le X-Ray. En fait, ça, c'est un truc où tu peux mettre pause à n'importe quel moment dans leur série et tu vois notamment les acteurs, etc. Et en fait, du coup, ça, ils le transposent donc, au sport où tu peux avoir différentes infos. Je crois que Canal+ a un système assez similaire justement sur MyCanal. Mais du coup, tu as différentes infos sur le match et à voir justement comment ils pourront custom ça. Mais c'est vrai que c'est assez sympa dans les séries. En fait, tu mets pause n'importe quel moment, tu vois les différents acteurs, tu as leur nom, etc. Tu as les différentes infos. Donc, à voir si justement ça peut faire partie des valeurs ajoutées. En tout cas, il faut le savoir quand même. Hein. Aux États-Unis, le prix il était passé de $79 l'année à $119. Donc, c'est 98 €. Là où nous, en France, c'est 45 € parce que justement, l'offre elle s'étoffe de plus en plus et c'est limité par pays. C'est-à-dire que nous, par exemple, si tu as un abonnement en France Prime, tu ne pourrais pas regarder la NFL. Donc c'est quand même les choses à savoir. Donc on verra comment ça évolue. En tout cas, voilà, c'est vrai que d'un point de vue purement client, bon bah on a l'avantage de pouvoir peut-être avoir accès à plus de choses et pas démultiplier les comptes. Aucun rapport, mais je tiens juste à signaler qu'avec ce but, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Boum. Devant Michel Platini. C'est vrai ça. Donc, mais Michel, c'était en une fois. C'est vrai, un seul tournoi en 84. En 84. Triplé contre la Belgique, triplé contre la Yougoslavie, but en ouverture contre le Danemark et but contre l'Espagne en finale. Voilà, là je suis d'accord. Et but contre le Portugal en 2000. Et contre Kems. On a bien révisé ça s'envoie comme ça. C'est une petite danse, c'est sympa, tu vois. Willou le crack, ah ouais, vraiment. Ah oui, clairement. Ouais. Il t'emmène, il te balade. Je vais vous raconter une petite histoire justement pour cette deuxième actu. Parce que forcément, on parle de sport, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la musique, la bouffe. Quel est le lien entre les deux? Une grosse collab qui est sortie, vous en avez peut-être entendu parler. C'est justement BTS. BTS qui a fait une collaboration avec McDonald's. Donc BTS, énorme groupe de K-pop. On a vu donc du coup ce tweet de McDonald's. Donc ça c'était justement en mai. Donc ça commence à dater un peu. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Plus de 200 000 retweets, un peu plus avec les tweets cités, etc. Le nombre de likes donc impressionnant. BTS de toute façon quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, c'est juste un délire. Donc c'est vrai que les fans, BTS avait commencé à teaser sur quelque chose. Les fans étaient un peu surpris que ce soit une collab avec McDo. On va quand même pas se mentir. Mais donc du coup, ils ont annoncé donc avril dernier, justement, que jusqu'à fin juin, donc il y aura une collaboration avec McDo. Donc ça, c'est dans les différents pays. 50 pays, ça va des États-Unis jusqu'au Suriname. BTS, c'est quoi? C'est un groupe de K-pop. C'est un groupe de K-pop, tout simplement. Vous avez peut-être entendu leurs différents sons. La particularité du menu, du coup, parce que c'est quoi la collab? C'est quoi là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont annoncé dans une petite vidéo. Honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est donc du coup forcément un peu de packaging. Il y a 10 nuggets. C'est quoi 10 nuggets? Menu, c'est un menu. C'est le BTS 1000. C'est le BTS 1000. 10 nuggets, des frites, coca. Et justement, le truc, c'est que le groupe a sélectionné 2 sauces. Donc 2 sauces sélectionnées par le groupe. Je peux me permettre ou pas? Non mais un jugement peut-être sur BTS, monsieur. Pas sur BTS, sur ce truc-là. C'est nul. Sur la collab. C'est nul. En plus, tu veux savoir, ils copient une très grande personne. McDo et BTS copient l'immense Quick et le Koei Burger d'il y a 15 ans. C'est ça, mon pote. On l'avait pour ton argent. Là. C'est pas 10 nuggets, c'est 2 sauces et demie là. Non mais là, tu vois donc du coup les 2 sauces. Sauf que le coup de com' c'est énorme. D'une semaine sur l'autre, la fréquentation quand même dans les restos, dans les pays justement où il y avait la campagne, plus de 12%. C'est carrément un cabinet d'audit qui a vérifié, etc. Ouais. Donc c'est parti dans tous les sens. Nous forcément, on allait chercher un peu sur eBay.
Et bien forcément, classique. Là, il y a des gens qui vendent donc du coup juste le packaging, donc $30 si jamais tu l'as pas eu. Donc en fait, tu vois la boîte de nuggets violette, là c'est ça, c'est une spéciale le BTS 1000. Donc voilà, ça se régale. Hein. Encore pire justement, dans cette boîte de nuggets, il y a eu quelqu'un qui s'est dit putain, je vais faire pire que les NFT, on va cumuler 2 trucs, Among Us, BTS, des nuggets. Voilà. Donc du coup, ça c'est une nugget en forme de Among Us qui s'est vendue à $99 000. Quoi ? Pas de troll, voilà. Donc 184 offres. Hein. Voilà, que dire, c'est... Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir l'argent pour acheter des trucs comme ça. Ça s'est envolé, donc dans tous les pays, justement, ça a été la folie. Il y a un peu de merch autour avec t-shirts, chaussettes, casquettes, etc. Et là, donc du coup, c'est pas fini, c'est en train de finir. C'est pour ça, justement, que je vous en parle. Parce que là, je crois que c'est à l'heure actuelle aux Philippines et en Indonésie, et ça va être la fin de la campagne mondiale ensuite. Sauf qu'en Indonésie, il y a eu tellement d'afflux de personnes, de gens, etc., qu'ils ont dû totalement fermer des restaurants. Il y a eu 13 restaurants qui ont été fermés parce que sinon, justement, ils avaient peur du cluster en pleine période de Covid. C'est vrai que tout le monde se rouait dans les McDo. Donc, du coup, ils ont dû tout fermer. Voilà. Donc, c'est un truc de ouf, sérieux. BTS, c'est les boss. C'est vraiment, ils peuvent faire n'importe. Non, encore. Fin de match, non ? Encore, c'est fin du match, là. C'est pour la fin de match. C'est. Il y a quelqu'un en régie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, bon, n'hésitez pas, quoi. Juste, nous, on a l'écran qui s'éteint, il y a tout qui clignote. Zach, il est en train de tenir le décor avec le doigt. Troisième but. Troisième but, 3-0. Portugal qui déroule. J'étais sur l'équipe. C'est doublé de CR7. Doublé de CR qui s'envole là. Là Et qui devient d'ailleurs recordman. Et le premier, tu l'avais ? C'était Guerrero. Nice. Guerrero, donc, Raphaël. 3 buts entre la 84 et la 93e minute. Raphaël, mon pote. C'est vrai que tu le connais bien, toi. Ouais, Guerrero. je suis allé le voir à Dortmund. J'ai fait une vidéo avec lui dans sa maison, dans sa très belle maison. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais allé, il était en train de déménager pour reprendre la maison de Marco Reus. Qui lui-même s'était fait construire une encore plus grande maison avec une salle de ciné, tout ça machin. La vie de joueur de foot. Hein. Oui, c'est belle. Et Raphaël Guerrero, ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il m'a invité 2 fois à des matchs. Donc je suis allé une fois voir à Dortmund au Westfalen Stadium et ensuite je l'ai vu à l'extérieur voir l'Union Berlin pour sa première saison en Bundesliga, donc de leur vie. 2 défaites. Le chat noir. 2 défaites. Non, plus jamais réinvité. Non, bien Plus jamais. Je viens à la maison, mais tu vas pas voir le match. Raphaël Guerrero, la prochaine fois je suis en Allemagne, je viens. Non. Il t'a bloqué, je crois, frère. Je viens de voir à l'Euro aussi. Non. Raph me déteste. Non. Honnêtement, c'est il veut juste plus jamais entendre parler de toi, quoi. J'ai eu les félicitations. Eh bien, bravo. Le chat Twitch. Je voyais des gens qui arrivent, je me dis tiens, je vais lire le prochain message. Super. Les félicitations qui ont été données. Dernière petite actu, un truc qui est passé. Si je vous parle de l'entreprise suédoise la plus connue dans le monde, vous me dites Ikea, bien sûr. plus blasé, s'il te plaît. J'ai vu sa tête. Ils viennent d'être condamnés à 1 million d'euros d'amende. Oui, j'ai vu. Incroyable. Pour espionnage salarié, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, ça date de 2012 quand même. Hein. C'est une histoire, justement, ça a mis du temps à être jugé. Donc, l'affaire, elle a éclaté en 2012. Témoignage, donc, du coup, d'Adèle, employé d'IKEA, qui est aussi délégué syndical. Et je pense que ça a une importance. C'est possible. Il se sent un peu suivi. C'est-à-dire en 2012, il est en mode, c'est chelou, sans suivi. Les gens sentent toujours quelqu'un qui regarde un peu discrètement quand il fait ses courses, ses compagnies, bref, un peu bizarre. Mais donc du coup, il en fait part à sa direction. La direction le traite de parano. Donc lui, il s'est renseigné, il allait porter plainte. L'enquête se poursuit un peu. On finit par apprendre petit à petit donc du coup que la direction du groupe, elle a utilisé des données issues de bases de données confidentielles de la police. Ouais. Donc déjà, tu es en mode comment il y a eu l'info là ? Comment ça s'est passé pour fliquer des centaines de salariés, ni plus ni moins. Il y a un vrai apport de détective, hein, vous allez voir, c'est assez fou. Donc du coup, Estelle T est la petite amie d'Adèle Amara. Elle est jugée inexistante dans le magasin, mais par certains actives et dominantes à la maison. Les avis sont très opposés sur le point de son influence réelle ou supposée. Il n'est pas certain qu'elle puisse faire un levier d'influence utilisable. Hein, quoi ? Donc c'est vraiment genre un profil sur la personne. C'est-à-dire, c'est exactement pour savoir. Ils sont carrément allés jusqu'à employer des faux salariés pour prêcher le vrai du faux, pour avoir des informations justement sur les différentes personnes, pour vraiment être dans une logique de surveillance totale. On a justement un autre rapport. Le choix des acteurs qui vont jouer dans cette pièce est essentiel. La stratégie adoptée doit être flexible car l'adversaire est en mutation. Il a la capacité à être vif, mobile et rapide. La direction doit adopter un fonctionnement de cellule de crise permanent et discrète pour ne pas être dépassée.
Frère, vous vendez des meubles. Vous vendez des meubles. À quel moment c'est parti en couille à ce point ? Qu'est-ce que il y a quelqu'un qui a leak l'armoire 2.0 ? Mais genre j'ai découvert ça tout à l'heure, j'étais en mode mais l'adversaire est en mutation. Mais c'est vraiment un délire. Hein. C'est Tu sais qu'encore là, récemment, parce que c'est intéressant que tu dis que c'est un délégué syndical, parce qu'encore il n'y a pas longtemps, il y a eu une nouvelle affaire qui est sortie, parce qu'on avait une deuxième dans ce sens, où encore un patron de boîte, donc c'est une meuf qui a une entreprise qui avait un petit tueur à gages pour tuer comment s'appelle, le syndicaliste de sa boîte. C'est la deuxième fois que ça sort et c'est des choses en rapport avec des anciens agents secrets, des loges maçonniques, tout ça, c'est des trucs très sombres. Ça fait 2 fois qu'il y a une affaire similaire qui sort en France en quelques mois d'un mec en entreprise qui a envie de tuer un de ses délégués syndicaux. Ah ouais, non mais c'est sombre, hein, parce qu'au-delà des salariés, là justement sur IKEA, donc du coup ils font des rapports sur peut-être les employés qui peuvent être soit dangereux, soit qui peuvent peut-être se rebeller ou autre. Il y a aussi sur les clients. Parce que donc il y a une femme qui demandait donc un dédommagement de 4 000 €. Derrière, boum, ça part. Ils ont mené toute une enquête justement sur elle pour avoir son profil, savoir justement quels allaient être les angles d'attaque possibles. Donc voilà, j'avoue, c'est réel et ils font vraiment du profiling délégué syndical. Voilà, je pense que si ça commence à être, déjà ils ont les informations par la police, donc c'est en mode. Oui, c'est ça. Des connexions un petit peu bizarres. Et dans ce genre d'affaires, le 1 million €, ça va aux personnes qu'ils ont espionnées ? Là, je crois que c'est une amende. Donc, je pense qu'il y a eu aussi peut-être dédommagement. Ouais. Mais en tout cas, là, ça a été amende. Et c'est vrai que le 1 million, par rapport à la gravité du truc, enfin, tu vois, le profiling, ça m'a. T'as l'impression d'être vraiment dans une série, donc j'ai pas trop compris. C'est vrai qu'il y a aux États-Unis, hein, t'as des logiciels, etc. aussi. Quand t'arrives dans une nouvelle entreprise, parfois, justement, donc il y a ce qu'on appelle l'onboarding. Donc, du coup, t'arrives, on te met en place justement tous les procédés, tous les process de la boîte. On t'explique un peu tout ça. Il y a des logiciels comme Upstaff, par exemple, qui, du coup, avec le confinement, ça a explosé parce que là, avec tout le télétravail, il y a un besoin aussi des entreprises de pouvoir traquer un peu plus ce que font potentiellement les employés. Et là, les fonctionnalités, elles sont quand même assez larges. Donc, ça calcule le nombre de minutes passées sur les différentes tâches. Ça prend des screens de l'écran du salarié toutes les heures. Ça trace la localisation du téléphone. Mais c'est légal. C'est en mode. Mais c'est aberrant. Ouais, surtout que c'est vraiment pas. Franchement, j'ai écouté un super podcast à l'époque, au début du confinement, sur les bienfaits du télétravail. Tu vois, c'était un gars qui, en gros, était, il me semble, le PDG d'une entreprise, le groupe WordPress, en gros. Parce que eux, les salariés, sont en full remote, tous 100%. Okay. Et du coup, il expliquait, tu vois, sur les stades d'avancement de télétravail. Super intéressant. En vrai, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel pour plein de raisons qui détaillaient. Par exemple, le fait, tu vois, d'être moins en réunion, de réfléchir en réunion, ça laissait un petit peu plus de place au profil introverti. Tu vois, qu'il y avait un petit peu moins, un peu plus de difficulté à s'exprimer dans une salle de réunion. De la même manière, on était sur une approche de problem solving qui était moins immédiate. Genre, c'est pas on se met dans la pièce et on trouve la solution tout de suite. C'est OK, on y réfléchit sur les 8 prochaines heures. Surtout que la boîte était full remote sur plusieurs time zones, tu vois. Donc, le fait de se renvoyer la balle et puis même plein de différents trucs, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, mais pas mené de cette manière-là, tu vois. Pas mené d'une manière flicage excessif. Ouais, on en parlait justement en ce moment, c'est les gros sujets, quoi. Le retour au travail, est-ce que c'est possible, télétravail, combien de jours, etc. On en parlait justement, la différence aux États-Unis. Donc là, c'est légal aux États-Unis, hein, par exemple, Upstaff. Mais c'est vrai que là, Ikea, pour le coup, j'étais vraiment sur le cul parce que ça date quand même de 2012, donc le temps de process, etc. Et tu te dis, putain, ça va quand même très très loin, quoi. Tout ça pour. J'ai trouvé ça juste fou. Et par rapport au télétravail, dernier truc, la petite dynamique intéressante, c'était qu'au tout début du confinement, quand les chefs d'entreprise étaient interrogés, je crois que c'est The Economist qui avait fait une étude, ils montraient que 80% se montraient positifs à ensuite, dans 6 mois, vraiment donner beaucoup de télétravail. Maintenant, il y a une nouvelle étude qui a été faite, maintenant qu'on s'approche du moment où les salariés vont devoir revenir, ça a grave chuté et c'est autour de 25-30%, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, il y a un pas culturel qui est passé, mais maintenant, est-ce que ça se transforme en action ? Ça va être un peu plus difficile. Ah ben normal, maintenant qu'ils ont peut-être, tu vois, la possibilité de les reprendre en physique. Après, franchement, je vais être honnête avec toi, maintenant qu'il y a beaucoup d'employés qui ont expérimenté le télétravail pendant un moment, il y en a beaucoup, et après, c'est des témoignages, ça vaut ce que ça vaut, je pense peut-être dans le chat, ils peuvent confirmer ou pas, mais des mecs qui, eux, ne
blairent pas le télétravail, Ouais, genre ne voilà. peuvent pas travailler en Ouais. télétravail. Et genre j'ai vu des mecs qui disent moi je veux retourner au bureau. Genre limite ça vraiment ça les embêtait d'être en télétravail. Ou alors des mecs qui voulaient peut-être un mix des deux, tu vois, où tu fais quelques jours sur place et puis après peut-être quelques jours en remote, tu vois. Après moi je sais pas, tu vois, j'ai pas d'employé ou quoi, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être une voie qui a l'air un petit peu intéressante pour subvenir aux besoins de tout un chacun, tu vois. Ouais, tu laisses le choix et il y a des bénéfices individuels à en tirer qui sont sans doute substantiels, mais il y a aussi des bénéfices collectifs pour la société en général, tu vois. À partir du moment où tu as besoin de moins d'espace de bureau pour accueillir des gens, bah, c'est moins de gens dans les transports, donc c'est un quotidien qui est plus sympa, c'est aussi moins de pollution, moins de voitures qui tous les jours font 2 heures de trajet aller-retour. En fait, tu peux changer tellement de choses. Les prix de l'immobilier qui baissent potentiellement, plus de personnes qui ont accès au logement. Ah, c'est toute une autre vision. On Et en ouais. parlait justement la semaine dernière de ça avec aux États-Unis certaines villes qui vraiment mettent des primes pour venir. En fait, venez télétravailler chez nous. Il y a la 5G, il y a tout, il y a la connexion, vous pouvez. Et justement, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages parce qu'en Creuse, il y a un village aussi donc en France qui a mis une prime pour venez s'il vous plaît, venez télétravailler à la maison et on sera très très bien. Donc en tout cas, c'est clair que c'est un sujet qui vient de plus en plus. J'ai terminé avec mes petites actus et j'avais envie qu'on puisse discuter de sport parce que c'est aussi le but. On va parler juste après aussi d'Euro, plus spécifiquement avec les adversaires de la France en cette phase de poule avec le match là contre Hongrie, Portugal qui se termine, mais aussi qui sont les favoris, etc. Et en fait, j'ai eu un peu une impression. Alors c'est sûrement Roland Garros qui fait ça parce que Roland Garros, je pense que c'est peut-être le moment de l'année où nous les Français, on aime aussi se flageller. Bon, flageller parce que les résultats, j'allais dire, sont là. En l'occurrence, ne sont pas là quasiment tous les ans. Et j'ai eu envie de creuser un peu justement sur le fait de me poser la question sur le sport français. Est-ce que la France, même, on est un pays de sport? On a un jingle. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion. Toujours plus. Bienvenue dans Popcorn. Non, mais j'étais curieux, voilà, de ces différentes questions, de savoir justement, est-ce que la France, au-delà du côté culturel, etc., est-ce qu'on était vraiment un pays de sport? Quels étaient les efforts faits par le gouvernement ou autre pour justement les générations de champions? On a le tennis qui est un exemple un peu difficile parce que en ce moment, on a une vraie génération creuse. Les Gaël Monfils, Tsonga commencent à vieillir, ça devient difficile. Un grand trou. Déjà, tiens, je me suis un peu intéressé au nombre de licenciés sportifs en France. Est-ce que vous savez, par exemple, le premier sport en France? Football, honnêtement, pas très difficile, celle-là. 2,2... Alors ça, c'est des chiffres de 2019, juste parce qu'en 2020... On s'est dit qu'avec le Covid, tout s'est cassé la gueule, absolument amateur partout. a quasiment pas eu lieu. C'était pas possible, donc tout le monde s'est désinscrit, etc. 2,2 millions de licenciés, donc du coup, football. En 2, vous pensez que c'est quoi? Je vois là, différent dans le chat aussi, n'hésitez pas à jouer. En 2... Moi, je vous le laisse parce que je le sais. Yannou, il le sait. Vélo. Cyclisme, c'est plus loin. Cyclisme, c'est plus loin. Parce qu'après, il y a Quel beaucoup peut de être le pratiques plus... occasionnelles. Non, parce qu'en fait, faut avoir la licence. Et il y a des sports pour même pratiquer, tu vois, vélo... Pour aller prendre ta licence, Zach, t'as une idée peut-être le deuxième sport? Ouais, j'allais te dire un truc genre le handball, un truc comme ça. Oh, dis handball s'il te plaît. Handball, j'en parlais juste avant, les gars. Handball. C'est le handball? Non, juste avant. Un sport de combat? Roland Garros. Ah, le tennis. Tennis, 978 000 licenciés. Donc ça avait baissé. Le foot, c'était en augmentation. Tennis, un peu. Tennis, il faut savoir qu'en 10 ans, ça a perdu à peu près 140 000 licenciés. Donc sur 1 million, 10-15% quand même, ce qui est assez énorme. Je vois beaucoup de gens qui spamment le basket. C'est pas le 3. Je vous fais juste le 3e. Je pense que le 3e, vous l'avez jamais. Judo? Non, mais judo est pas mal. Judo, c'est le 4. 563 000 licenciés au judo. Volley. Natation? Non. Un sport très majoritairement féminin. Il y a un animal dedans. Ah, l'équitation. L'équitation, tout à fait. Pardon? 617 500 licenciés. Donc vous voyez là le classement total. L'équitation, c'est 83% de femmes, justement, donc en équitation. Donc on a donc judo qui avait perdu aussi un peu. Handball, 549 000. Basket. Golf aussi, qui a eu vraiment... Yann, toi qui pratique un gros regain de popularité. Natation avec plus 17%. En 2019, les gens sont allés dans l'eau. Les gens, vraiment, ils n'ont pas hésité. Ils avaient chaud. Gymnastique, rugby aussi qui perd
beaucoup athlétisme, karaté. Au total, parce que ça c'est un classement justement avec les fédérations olympiques, il y a 16 300 000 personnes qui sont licenciées, 10 millions d'hommes, 6,3 millions de femmes, et la moitié c'est des jeunes de moins de 18 ans. Donc justement vraiment beaucoup de gens. Il faut savoir aussi qu'il y a un énorme impact, énorme lien avec les événements sportifs majeurs, c'est-à-dire que par exemple Coupe du Monde 98 de foot, même là de 2018, on gagne, plus de 150 000 licenciés derrière. Tout le monde veut pratiquer. Tout le monde veut normal, ça donne envie en même temps. Ça a un impact direct, quoi. Tu as vécu des moments, etc. Tu veux pouvoir vivre ce genre de choses. Je me suis renseigné un peu avec Yann aussi sur justement, est-ce qu'on était si bien que ça en France, savoir en termes d'équipement, etc. aussi par rapport à l'Europe. Sur les équipements sportifs, on a une petite carte. On a une petite carte avec justement 46 équipements sportifs, sites et espaces de sport pour 10 000 habitants. Donc bon, là, ça va pas vous dire grand-chose, justement, c'est en fonction des régions, s'il y en a plus, s'il y en a moins ou autre. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça en Europe pour voir justement la différence, la différence avec nos pays voisins, frontaliers. Donc ça, c'est le taux de pratique sportive. On le voit. Comme d'hab, les bons élèves, c'est les pays nordiques, les Scandinaves. Donc nous, on voit qu'on est à peu près dans un juste milieu, on va dire. 52 à 62 exactement, on aime le sport, on pratique le sport, on n'est pas ceux qui en faisons le plus. Après, forcément, il y a aussi un gros principe d'éducation. Yann, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que contrairement justement aux pays scandinaves, même à l'Allemagne, nous, l'éducation, le sport, il n'est pas hyper intégré. Clairement pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos heures de collège, mais c'était, je crois, normalement des sessions de 2 heures, une après-midi et une session d'1 heure. Et pour l'école primaire, c'est un petit peu comme au bon vouloir du maître d'école. Donc, ce qui fait que, en plus, avec les horaires, comme tu le disais, PA, avec les horaires, on sait par exemple que les petits-enfants allemands, eux, arrêtent généralement les cours vers 12h ou 13h. Et ensuite, c'est pour activités sportives, activités créatrices, etc. Et on a regardé aussi du côté des Anglais. Là, les Anglais, c'est un petit peu entre les deux. C'est soit ça... ils quittent l'école vers 14-15 heures. Ce qui fait que, à ce moment-là, quand est-ce que tu pratiques le sport quand tu es un petit Français, c'est le mercredi après-midi quand t'as pas école et le week-end. Ce qui fait que, en plus, il y a le petit souci que c'est difficile de s'ouvrir à d'autres sports. Parce que tu n'as pas forcément le temps de vraiment pouvoir t'adonner. Donc, forcément, on te dit, allez, il y a en plus, comme tu disais, il y a plus de gens qui s'intéressent au foot lorsqu'on gagne un titre. Bon, tu veux faire du foot, tu as vu comment il était fort Mbappé, allez, vas-y, va faire du foot. Ouais. Est-ce que tu vas faire du tennis après ? Je pense pas. On voit là justement. Alors après, on va pas avoir ce débat-là parce que c'est sur l'éducation justement. Est-ce qu'il faut arrêter les cours à 14h, etc. Mais on a juste, par exemple, sur l'enseignement. Donc ça, c'est que en primaire. En France, à l'année, donc c'est 864 heures de cours. La moyenne européenne c'est à 800, l'Allemagne par exemple c'est 700, Finlande c'est 632, donc forcément c'est aussi aménagé pour avoir d'autres activités, des activités manuelles, du sport, artistique aussi, mais ce qui permet de développer. Donc c'est aussi toute une autre éducation qui on va pas faire des réformes ce soir justement c'est pas possible, changer, mais c'est la réalité en tout cas dans laquelle on est. Il y a Frédéric Vidal qui arrive. Elle est invitée. Oui, madame. mais qui fait que forcément si tu as envie de faire du sport, faut que tes parents puissent être dispo, mais tout comme les Finlandais, faut bien se faire amener. Mais paradoxalement, sur l'image qu'on a vue là à l'instant, ils ont moins d'heures de cours, mais ils ont beaucoup plus de jours de cours. Genre si on peut revoir, les Finlandais par exemple, je crois que c'était 192 jours de cours, on a 40 jours de... Voilà, les Allemands 192 jours de cours, on a 36 jours de cours de moins qu'eux, par contre, on a 164 heures en plus, donc ça veut dire que on a plus d'heures, moins de jours. C'est un petit peu bizarre parce que ça veut dire du coup c'est beaucoup plus congestionné, tu vois. C'est ça. Donc eux ils doivent avoir des journées beaucoup moins difficiles, mais par contre beaucoup plus réparties en fait. Donc c'est peut-être un meilleur équilibre. Après comme tu as dit on va pas forcément en débattre ou quoi, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ont plus de temps à consacrer à autre chose ou autre. Mais j'ai quand même l'impression que la pratique sportive dans ce pays elle est quand même correcte. Ah ouais non clairement nous on a pas mal de jours fériés, de vacances etc. Où c'est vrai que du coup justement ça c'est full charbon puis rien puis charbon, ce qui est différent là où justement les Finlandais c'est Allemands 192 jours. Et toi tu penses que c'est quoi le meilleur?
Enfin, le meilleur. Genre, je veux dire l'idéal. En fait, je pense que c'est difficile parce qu'ensuite, c'est l'éducation, c'est l'accès au sport, etc. Ce qui est difficile de rentrer dans le débat maintenant. Moi, personnellement, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient l'argent et le temps de me faire essayer différents sports étant petit. Et honnêtement, ça a été le truc pour lequel vraiment je les remercie de fou parce que j'ai pu tester déjà ce que j'allais plus aimer. J'ai même fait de la GRS, dis-toi. Donc, j'ai vite compris que c'était non. J'ai vite compris que la GRS, ça allait pas le faire. C'est quoi déjà la GRS? C'est gymnastique rythmique et sportive. Le ruban, le ballon, le cerceau, j'en ai fait aussi mais en STAPS. Donc moi déjà à 18 ans c'était un peu plus dur. Toi c'était à quel âge? Je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ouais, moi, 18 ans avec les options rugby, tu vois, on a fait ça. Ouais. Donc c'était sympa. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, ça te permet un certain éveil pour ensuite pouvoir choisir ton sport. Et je pense que c'est le fait d'avoir touché un peu à tout qui m'a permis, moi, d'aimer le tennis, foot, et ensuite derrière de continuer par moi-même. Mais justement, ce que tu disais, parce qu'on va pas revenir sur toute l'éducation, c'est le système qui fait qu'il y a des avantages et des inconvénients, etc. C'est pas le but aujourd'hui, mais c'est ce qui fait que du coup, on est peut-être moins parfois poussé à essayer certains sports. Au final, moi, j'étais curieux de savoir justement comment on fonctionnait par rapport aux autres pays. En termes de performance, il y a bientôt les JO qui arrivent. Ça se passe pas mal, Yann, niveau médaille olympique. Justement, voilà, comment on compare des pays au niveau du sport? Pour moi, c'est la rafle des médailles olympiques. Alors, on sait que le classement olympique, généralement, ce qui prime, c'est les médailles d'or. Moi, je suis plus sur la globalité des médailles. Médailles d'or, argent et bronze. Et justement, moi, je faisais partie de cette espèce d'inconscient collectif qui disait, français, on est nul en sport. Non, on est bon. On est franchement, en tout cas avec les médailles olympiques, on est pas mal. Si je reprends par exemple le tableau de Rio, alors bien sûr c'est les États-Unis qui trustent tout, mais ça c'est comme d'habitude. Ensuite la Grande-Bretagne. Après, on saute la Chine, la Russie. On arrive à l'Allemagne, notre ami qu'on va rencontrer tout à l'heure. Et 7e, la France. On voit au nombre de médailles, 42 médailles pour l'Allemagne et pour la France. Par contre, la Grande-Bretagne, qui, elle, est largement au-dessus. Alors, est-ce que ça correspond aussi à la délégation qui avait été envoyée à Rio? Pas tant que ça. Il y a une cinquantaine, une centaine d'athlètes différents. Donc, c'est là où on se rend compte qu'en fait, l'Allemagne a un système, on va dire, scolaire et pour arriver au sport complètement différent de nous, mais par contre, sur le plan olympique, sur le plan des performances, on est là. Par contre, la Grande-Bretagne, c'est incroyable. Là, c'est largement au-dessus. Mais après, si on fait un petit peu de sociologie du sport, on se rend compte que vraiment le sport de haut niveau est né en Grande-Bretagne. La pratique du sport est née en Grande-Bretagne. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais après, il faut dire qu'ils se sont préparés pour les Jeux de Londres 2012. Donc il y avait une sacrée armada qui peut toujours être là actuellement. Donc, ce qui fait que, en tout cas, en tant que pays européen, quand tu vois l'Italie et l'Espagne, c'est pas fou. On se place plutôt bien. Ouais, parce qu'après, il faut rapporter aussi au nombre d'habitants. C'est vrai quand on voit Chine, c'est là où les Anglais sont vraiment impressionnants. Parce qu'on voit Chine, États-Unis devant nous, c'est clair que c'est normal. Et aussi au nombre d'athlètes envoyés. En tout cas, ça n'a pas forcément de lien avec les primes, parce que forcément, en fonction des pays, mais il y a des primes. Si jamais tu ramènes une médaille d'or, on a un petit classement. Il y en a qui ont voulu. On les a sentis en foot récemment. Azerbaïdjan, tu ramènes une médaille d'or, c'est 450 000 euros. C'est déjà sur arrivé. Le compte. Indonésie aussi 340 000. Nous, la France, là, sur ce classement, on est à 50 000. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu une augmentation justement pour les JO de Tokyo. Donc, c'est désormais 65 000 euros justement. Mais Royaume-Uni, c'est 0. Royaume-Uni, c'est médaille d'or, mon pote, bravo. Bien, bravo. Mais on va pas non plus te récompenser. Allemagne aussi, on voyait justement qui était à 20 000. Donc il y a pas vraiment de corrélation avec un peu la carotte qui aurait pu peut-être motiver certains. La carotte, oui, je suis d'accord. Mais bon, alors oui, pour un athlète qui a pas un sport extrêmement médiatisé, qui doit démarcher les sponsors, etc., avoir 50 000 euros pour une médaille d'or, je suis d'accord. C'est vraiment bien pour lui. Mais est-ce que vous, imaginez-vous, vous mettez dans la peau d'un athlète olympique, est-ce que vraiment les 50 000 euros pour la médaille d'or, c'est la chose à laquelle vous allez penser lorsque vous allez gagner votre épreuve? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous motiver vraiment? Non, c'est clair que non, mais c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que c'est implémenté par rapport à la Grande-Bretagne? Je sais qu'il y a ce côté un peu devoir d'exemplarité des figures de succès, tu vois. Même, par exemple, le Premier ministre britannique, c'est lui qui doit payer de sa poche pour les décorations du 10 Downing Street, etc. Il n'y a pas beaucoup d'argent public qui est donné aux personnes qui ont déjà réussi, entre guillemets. Tu dois à l'État, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ton accomplissement est rétribution suffisante, quoi.
pour évoquer ce que tu es en train de souligner. Donc ouais, je pense pas que les 50 000, c'est ce qui te pousse à la performance, beaucoup plus pour des sports mineurs, beaucoup plus si c'était azerbaïdjanais et que c'est 500 000. Quand ça devient 500K, c'est autre chose. Carrément, ouais. Mais après, je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup foot, tennis, où les top joueurs, forcément, ils gagnent des milliers, des cents. Il y a énormément des sports olympiques où en fait, tout le monde a un métier à côté, où c'est donc du coup un hobby, donc forcément, c'est là le 65 000 si t'es français et que je sais qu'on voit beaucoup, par exemple, SNCF, EDF, etc. Ça fait beaucoup de pubs, RATP, etc. pour mettre en avant leur personnel, mais qui vont aux Jeux Olympiques et qui sont aussi pros. Donc c'est vrai que quand tu vis pas de ton sport, ça peut être un peu motivant, mais c'est pas. Voilà, ça te fait vivre de ça. Ça te fait 3-4 années de salaire. Si tu les manages, t'es 65 000 € un peu correctement, soit ça te fait un apport pour quelque chose, ou alors si tu veux simplement en vivre, t'as 3-4 années confortables où tu peux pratiquer ton sport sans trop de stress, sans te dire je suis dans la crise ou quoi, tu vois. Après, encore une fois, je pense pas que c'est la motivation à faire. Je pense que si. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Je pense que le sportif de base, quand il est en ligne de mire pour avoir une médaille d'or, il veut d'abord la médaille d'or, la gloire qui va avec, tout le côté tout simplement classe, tu vois, d'en avoir une. Et puis après, derrière, effectivement, le petit 65 000 €, comme tu dis, c'est cerise sur le gâteau, tu vois. C'est ça, c'est la totale, quoi. En plus, il y a des tonnes de sports, comme tu dis, des sports olympiques, on les regarde une fois tous les 4 ans et ensuite on les laisse tomber. Le tir de vitesse, là. Tir de vitesse, tir à l'arc, etc. Mec, moi, le triple saut, gros, bravo. Le saut quand même, Teddy Tango, non. Moi je le respecte, Teddy, gros, mais ce que je veux dire, c'est que je le vois une fois tous les 4 ans. Bien sûr. C'est vrai. Non, sérieux, l'athlétisme, vous regardez que pour les Jeux Olympiques ? Ça dépend. Tu veux que je sois honnête ou je mens ? Non, honnête, popcorn, honnête. En fait, quand je vais tomber, non, en vrai, non. D'accord. Non, mais j'étais petit, c'est France 2. Il a essayé d'imaginer un monde où... Non, parce que tu sais, tu peux tomber Patrick Montel, Diagana, il y a une ambiance. Mais non. Il y a une ambiance, mais c'est vrai que non. Tu sais, c'est le genre de sport, tu vas sur Eurosport, tu fais ok, d'accord. J'adore l'athlétisme à la télé, j'adore ça. Mais je sais bien. Mais du coup, justement, par rapport à tout ça, etc., on s'est un peu demandé comment est-ce qu'on fabrique aussi les champions, parce qu'on a des exemples quand même de monstres absolus. Teddy Riner, bonjour. Le boss final, 10 fois champion du monde de judo, 2 titres olympiques, donc il a eu or et bronze. C'est juste le boss absolu, surtout que là, c'est JO de Tokyo, donc du coup c'est au Japon. Forcément dans cette discipline là il va être attendu, il est regardé partout, il doit tout le monde veut le tomber, quoi, j'imagine. Et on espère qu'il ira le plus loin possible. Lui en plus c'est vrai qu'il a eu un parcours assez particulier. Il a commencé donc au club multisport de l'Aqua Boulevard à Paris, plein de disciplines donc du coup qu'il a testé à l'âge de 5 ans, et ensuite naturellement, pas un parcours très particulier, mais il est allé vers là où il était le plus à l'aise. Vers 15 ans donc du coup il a été repéré au pôle espoir de Rouen. Ensuite il est arrivé donc du coup à l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance, et c'est justement aussi quelque chose d'important dans le sport français. Tu connais l'INSEP, toi ? C'est la maison maintenant. C'est vrai qu'il y a eu le Big Nine là-bas. J'espère que vous connaissez pas que pour ça, mais c'est quelque chose au moins. C'est déjà ça. Je connaissais pas trop moi l'histoire de l'INSEP, donc installé depuis 1945 dans le bois de Vincennes. C'est maintenant l'usine à Champion, sauf que de base c'était donc du coup une école qui était quand même très liée justement aux militaires. Et l'histoire, c'est qu'après les JO de 1960, là-bas, JO de 60, on fait 5 médailles. 5 médailles, c'est la merde. C'est-à-dire que pas une en or. On fait 2 argent, 3 bronzes. À ce moment, le général. Regardez, ça c'est dit. C'est De Gaulle. De Gaulle vénère. L'Allemagne, 30 médailles. De Gaulle en mode, les gars, ça ne va pas. C'est pas possible. 42 même médailles, je crois, les Allemands. Donc du coup, il a voulu faire du sport une priorité, parce que c'est vrai que quand t'es pas en temps de guerre aussi, c'est à ça que tu te compares entre pays. C'est un peu au sport, quoi. Donc du coup, il a voulu en faire une priorité. Justement, donc ils ont poussé l'INSEP. Maintenant, chaque fédération des différents sports envoie ses meilleurs talents, les pépites là-bas. Il y a 450 athlètes qui vivent donc là-bas à l'année. C'est souvent donc les fédés qui prennent en charge en fonction justement. Et derrière, par exemple à Rio, la moitié de les médailles quasiment viennent donc du coup d'athlètes qui ont été formés ou entraînés à l'INSEP. Sinon, ils peuvent aussi être entraînés dans leur club avec un staff, etc. On voit David Douillet, mais il y en a beaucoup qui sont passés par là. Tony Parker, je crois Amélie Mauresmo, etc. Donc du coup, c'est une réussite en réalité si on regarde la volonté du programme et le résultat. S'il y a vraiment la moitié des mecs qui ramènent des médailles d'or qui viennent là-bas, c'est que tu te dis que ça a un peu porté ses fruits, tu vois. Ah bah clairement, c'est le gros centre de formation, quoi. Et honnêtement,
Les images là. C'est jeune. Hein. Oh, c'est jeune. Avec Boris Dio là, juste à côté. Ah ouais, ça honnêtement. Ah ouais, c'est pilé les sourcils. Hein, par contre. Non, mais depuis, ouais. Ah ouais. Non mais voilà, donc du coup avec tout cet encadrement, on parlait du Big Nine juste avant, Sacha Zoya notamment en athlétisme, qui est lui aussi et donc du coup à l'INSEP. Ça c'était justement pour les sports dans l'ensemble. Il y a aussi le foot qui est très important. Le foot en France, on a quand même un bon bassin de formation, non Zach ? Ouais, on a un énorme bassin de formation en France et Willou, il va même enchaîner derrière sur ça, il va vous en parler un peu plus, mais on a une formation qui est qualitative, qui fonctionne bien et c'est une de celles qui ramène le plus de footballeurs pro dans le monde. Et en fait, même plus précisément, le bassin de l'Île-de-France, c'est le 2e pourvoyeur de joueurs professionnels dans le monde, juste derrière Sao Paulo. Donc Sao Paulo, au Brésil, ça on connaît, les petits cracks brésiliens voilà, qui jouent dans leur championnat mais qui viennent également souvent en Europe. Nous, en Île-de-France, c'est le second. C'est réellement un message qui est clair et fort, tu vois, c'est qu'en termes de formation en France, on est réellement très très bon. On arrive à sortir de très bons joueurs très régulièrement qui arrivent souvent à de bons niveaux, qui peuvent après jouer en Ligue 1 et aller ailleurs, mais ça encore c'est d'autres raisons, qui peuvent sinon percer directement ailleurs. Mais en tout cas, en termes de talent, l'Île-de-France, c'est une région impressionnante réellement. Alors, excuse-moi, je te coupe. Quand tu dis de talent en centre de formation, tu parles des centres de formation de la région Île-de-France ou simplement la concentration de talents purs individuels en Île-de-France et qui après passent par les centres de formation et ressortent pro derrière. Les talents individuels, ok, exactement. D'accord. Voire qui ne passent pas par des centres de formation et qui finissent par percer quand même, ça existe aussi. Hein. Ouais, plein de mecs qui peuvent être domiciliés en Île-de-France, partir genre dans un autre club qui n'est pas en Île-de-France et quand même percer alors qu'il vient à la base de là-bas. Ok. Et ouais, grave, c'est Arsène Wenger qui soulevait cette réflexion, je pense, pour la toute première fois, quand il parlait du bassin Île-de-France, qui est extraordinaire, débordant de talent. Bon, t'aurais pu aussi parler du bassin lyonnais, hein, franchement. Non, c'est petit chauvinisme, mais clairement, on est aussi sur une énorme région, beaucoup de potentiel, qui draine un petit peu les talents locaux. Ouais, que dire, je pense que c'est un des sujets sur lesquels je m'étais penché à une époque, quand j'avais fait une vidéo, comment la Chine compte gagner la Coupe du Monde. J'avais fait aussi un peu comment le Qatar compte gagner la Coupe du Monde, mais tu vois, ils ont ces plans sur 20, 30 ans, etc. Comment devenir une vraie nation de foot. Et le problème par rapport à la Chine, par exemple, c'est qu'ils essayaient beaucoup de passer par le prisme des terrains, des infrastructures, des clubs, mais il n'y avait pas vraiment ce goût chez les jeunes pour pratiquer le foot de rue, un peu entre copains, tu vois. Et ça démarre là, quoi, en vrai. Et ça démarre là, mais c'est ça la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les Chinois, en fait, il n'y avait pas ce déclic de sortir un ballon et jouer entre potes. Dans pas mal d'endroits, c'était même pas légal, en fait, tu vois. Je veux dire, c'est interdit de sortir ton ballon et te mettre à jouer dans la rue, tu vois. Alors que si tu veux te poser la question de qu'est-ce qui fait que le Brésil, c'est le plus gros pourvoyeur de talent et qu'est-ce qui fait qu'ensuite c'est la France, tu sais très bien, c'est les gamins qui jouent dans la rue. Ça fait tout. Donc je pense qu'il y a une grosse partie là. Et après, ces talents bruts, ils sont pris en main par des centres de formation qui sont exceptionnels, avec des éducateurs français qui sont vraiment top niveau. Et puis ça devient des champions. Mais ça part de là. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a l'exemple d'Antoine Griezmann qui du coup, lui, avait été refusé de pas mal de centres de formation, si je dis pas de bêtises, par rapport au profil, etc. Il avait dû partir en Espagne. Est-ce que c'est justement un exemple solo? Mais qu'est-ce qui fait justement que si on a toute cette formation, bon, on est quand même champion du monde, hein, donc on est bien, mais même d'un point de vue Ligue 1, on est considéré en Farmers League, etc. C'est justement la suite de la formation, la mise en place. Ouais, je pense que pour Antoine Griezmann, c'est un peu une exception. Après, c'est vrai qu'il y a aussi il y a plein de réflexions sur la formation, quel type de profil est-ce que tu privilégies, etc. Et c'est sûr que dans plusieurs centres de formation, notamment français, je pense que la taille, c'est important. Et ça, c'est une réflexion sur laquelle on est peut-être un petit peu en retard, parce que tu te rends compte vite que la taille, ça peut changer déjà. C'est sur un gamin de 13 ans. Peut-être que lui est arrivé au maximum de son potentiel. On n'a pas encore découvert la croissance, mais ça arrive. Hein. Vous en faites pas. Exactement. Et du coup, ça peut avoir un impact, alors qu'en Espagne, tu peux t'épanouir en étant un joueur d'1m73, 14. C'est pas discriminant, tu vois. C'est pas ça qui est l'élément essentiel. Donc sans doute que ça a joué dans son parcours. Après, c'est une exception parce qu'il y a tellement de joueurs extraordinaires qui sont formés en France que voilà. Ouais, clairement, ça parle beaucoup de Kanté aussi. Ouais, bien sûr. Oui. Mais parce que aussi en Espagne, ils ont une mentalité un peu plus où ils partent du principe, et ça, je trouve ça intéressant, où ils pensent que le sport, que le foot, c'est pas un sport de contact, mais un sport d'évitement. C'est ce qui fait qu'ils pensent dans la globalité que même en étant pas hyper musclé, etc., si tu sais jouer de ton corps, si tu sais jouer de ta tête, tu peux
rattraper en gros ce déficit physique, même face à quelqu'un qui mettrait de l'impact et qui pourrait te poser problème. Pour moi, Griezmann, c'est peut-être, je sais pas, la goutte entre les mailles du filet, tu vois, genre, c'est pas forcément super représentatif. Pour moi, s'il y a un autre problème en France, et Willou, il en parlait un peu en off, c'est aussi des problèmes peut-être dans les structures d'entraînement, de projets de jeu qui sont faits dans les équipes de jeunes, en équipe de France, tu vois, tout ça. Je pense que c'est peut-être, tu sais, au niveau de la DTN, l'UNECATF, des choses à creuser à ce niveau-là, tu vois. La manière de penser le jeu, tout simplement. Et ça, tu le retrouves un peu au niveau de la formation, parce qu'il y a certains pays, en Espagne, en Allemagne, la manière de penser le jeu et le foot dès le plus jeune âge, elle est radicalement différente. À l'entraînement, je sais, il me semble que c'est en Allemagne jusqu'à 8 ans ou quelque chose comme ça, dans un certain centre de formation en tout cas. Les gamins, ils font pas de vrais matchs, ils font pas de vrais entraînements. En fait, ils jouent en 2 contre 2 avec 2 petits buts sur une parcelle de 10 mètres sur 10 mètres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils font beaucoup de dribbles, beaucoup de passes et ils marquent beaucoup de buts. Donc c'est l'éclate en fait, tu vois, genre tu prends énormément de plaisir à jouer, tu marques des buts tout le temps et tu travailles ta qualité technique, mais de manière, voilà, tu progresses beaucoup plus vite que nous. Peut-être qu'on va avoir tendance à mettre moi je me souviens mes entraînements de foot, c'était beaucoup de faire des pompes, beaucoup de faire des tours de terrain. Alors, être affûté, quoi. Et tu vois, la condition physique est considérée comme importante, majeure. Ouais, moins le toucher de balle, etc. Parce que c'est vrai que là, on voit des exemples positifs. Pour être honnête, j'y suis allé un peu comme Yann en me disant, encore une fois, avec le tennis, Roland Garros, qui est toujours un moment un peu difficile quand t'es français où t'espères que ça sera mieux. Et je te rends compte que c'est compliqué. Donc, beaucoup d'exemples positifs. Là, je vois un tweet de Rive, justement, parlant de Marc Madio, qui récemment s'était exprimé sur RMC, je crois, sur les efforts à fournir aujourd'hui en France pour créer dans les écoles la possibilité de développer le potentiel des enfants. Justement, Marc Madio, qui donc du coup est directeur sportif de Groupama FDJ en cyclisme, qui lui prenait l'exemple, par exemple, exactement, avec Pinot, etc. L'exemple de David Gaudu, qui disait que justement, quand il a récupéré David Gaudu, en termes de formation, mais sur la nutrition, etc., on avait des grosses lacunes parce que, par exemple, il ne savait pas du tout s'alimenter. Et donc, du coup, lui, il pointait justement un peu du doigt le fait que on va avoir un problème sur un aspect de la formation, en tout cas de nos nouvelles pépites, de nos nouveaux talents, de nouveaux sportifs, à ce niveau-là, et que ça va être dur. Et c'est peut-être aussi la raison, justement, où assez souvent, et dans certains sports, il y a un passage difficile entre le junior jusqu'à ensuite le sportif professionnel, adulte, et il peut y avoir des problèmes. On le voit au tennis, hein. Là, je le disais, donc du coup, ça faisait bien longtemps que des Français n'avaient pas atteint le 3e tour à Roland-Garros. C'est vraiment historique. Il y a une génération, donc du coup, là, on voit à l'heure actuelle Gaël Monfils, le pauvre, qui avant le Covid était sur une série de fous. Il a énormément de mal à s'y remettre. Hugo Humbert, qui lui a 22 ans, donc quand même avec 31e mondial. Mais sinon, une génération qui est un peu plus vieillissante, 32, 34, 36 ans, où voilà, on a du mal. Heureusement, il y a Hugo Humbert et Corentin Moutet qui sont dans cette nouvelle génération. Mais c'est un peu compliqué. Il y a eu un changement, donc du coup, de dirigeants pour la Fédération française de tennis. Là, ça fait 100 jours, je crois, que du coup, ils ont pris la nouvelle tête. Le but est un peu de moderniser, de pouvoir, justement, c'est Gilles Moreton, la convoque, qui est le nouveau président de la FFT, d'essayer de moderniser un peu, de tout mettre justement sur la formation, essayer de développer avant tout les talents, les accompagner. On le voit à Roland-Garros Junior, 4 Français en demi-finale, donc forcément un Français qui gagne, mais souvent, encore une fois, c'est ce passage à l'âge adulte qui peut être compliqué, et c'est vrai qu'on a pris le double avec Humbert et Nicolas Mahut. Mais voilà, donc du coup, ils sont en train de retravailler ça, de développer ça, parce que c'est vrai que le tennis, 10 ans, perdu 150 000 licenciés, donc même le sport, c'est un peu compliqué. Encore une fois, il y a ces questions d'accessibilité sur lesquelles ils veulent travailler aussi, de facilité, parce que c'est cher. Enfin, c'est devenu un peu moins cher qu'avant parce qu'ils essayent de le rendre plus accessible, mais ça reste quand même plus cher que juste prendre une balle et jouer dehors, faire des cages et tu peux jouer au foot. Donc, on va voir comment ça évolue, mais voilà, il y a cette envie-là. On a Paris 2024 aussi avec les JO qui est en ligne de mire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. À l'heure actuelle, donc du coup... parce que c'est vrai que le ministère des Sports, il est rattaché depuis 1921 au ministère de l'Éducation. Et c'est vrai que c'est un peu marrant de se dire que c'est rattaché et qu'on est un des seuls pays de l'Union européenne, enfin pas un des seuls pays, mais contrairement à l'Allemagne, à la Scandinavie, etc., justement, on n'a pas trop lié éducation et sport. Et là, donc, du coup, je crois qu'il y a eu un développement de la pratique par le gouvernement français. Un nouveau plan est passé à 710 millions d'euros, justement. Donc là, c'était en 2020, contre 520 millions. Voilà, augmentation de 5% en plus dans les infrastructures pour les JO de Paris 2024. Donc on verra comment c'est utilisé, etc. Mais bon, il y a une envie en tout cas de rester au top niveau. On l'est déjà au top niveau. On espère que justement durant l'Euro avec la France, on va l'être. C'est dans 35 minutes.
mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, il y a des lacunes qu'il faut essayer de voir, de combler. Mais c'est vrai qu'aussi, tout ce qui est fédération autour du sport, ça a l'air d'être quand même très politique, procédural. Des fois un petit peu archaïque, ne serait-ce que comment s'appelle ça, je l'avais lu dans le livre de Daniel Riolo, il en parle sur le fait d'accéder au poste d'entraîneur en France. Ouais. C'est souvent de très anciens pros, ça passe très souvent par les contacts et des profils très intéressants qui n'ont pas encore eu l'occasion de montrer qu'ils avaient de la légitimité dans le football, galèrent à obtenir leur diplôme et se font refuser chaque année. C'est déprimant. Par rapport à l'Allemagne, où tu peux devenir coach de Bundesliga à 35 ans. 28 ans. Et ça t'oublie. Et un dernier truc, je me permets parce que tu l'avais évoqué au début, tu avais dit, on dit souvent Ligue 1 Farmers League, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est la fiscalité en France qui fait que les clubs de Ligue 1, en tout cas à échelle européenne, ne combattent pas avec les mêmes armes que leurs voisins européens. Il faut quand même savoir que, alors là je vais être approximatif parce que j'ai lu des tonnes d'articles, donc il me semble que Lyon paye, donc rien que l'OL paye plus de charges et d'impôts, tout ça, machin, chaque année, que quasiment l'ensemble des clubs de Bundesliga. Et il me semble que c'était en plus Serie A et en plus un autre... Lyon tout seul. Donc il faut savoir que même des clubs de 15e de Ligue 1 payaient, par exemple, plus de charges ou de choses comme ça en termes de ce qu'ils avaient à payer sur des salaires. Bon, après, ça semble énorme. Mais vraiment, c'était aberrant. Parce qu'en fait, si tu veux, là-bas, ils avaient des fiscalités du sport qui étaient adaptées. Ou par exemple, pour 1 million... qui sont poussés pour revenir au top de la compétition européenne, etc. Des bails où, en fait, pour 1 million d'euros de salaire payé, par exemple... Alors là, voilà, je vous fais dans l'approximation, mais 1 million de salaire payé, par exemple, en Allemagne, ça allait coûter 1 million 35 000. 1 million de salaire payé en France, c'était 1 million 800 000. Et tu fais ça par tout le groupe pro, machin, etc. Ça va vite, quoi. Ça te fait que chaque année, tu as une manne financière qui va à l'État. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, on en fait des choses. Bref, on va pas parler de dépenses. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, les clubs ont... t'as cette limite, quoi. C'est de l'argent où ils peuvent pas proposer un salaire peut-être un peu plus sympa, ils peuvent pas avancer, ça heurte du coup un petit peu la compétitivité de la chose. Pendant longtemps, on a aussi été les seuls à avoir une forme de fair play financier avec les contrôles de la DNCG, que les autres clubs, par exemple espagnols, allemands, anglais, n'avaient pas, qui eux leur permettaient de s'endetter et en fait de ne pas être rentables à la fin de l'exercice. Alors que nous, bon maintenant, tu vois, c'est un peu rendu caduque par le fair play financier de l'UEFA, qui est une norme plus importante. Mais ça aussi, pendant 10-15 ans, ça nous a bien freiné. Ouais, j'imagine, mais en tout cas, bon, voilà, on est à fond derrière les Bleus, peu importe le sport, les JO aussi à Tokyo, et c'est vrai qu'on aura quand même dans 3 ans les JO à Paris. Hein. Donc ça va être très très chaud. Un petit dernier truc, un dernier truc en parlant de la France quand même, tu parles des JO, c'est une bonne chose. Si on doit parler de notre rapport au sport, on peut peut-être parler du fait qu'on est à l'initiative de pas mal des compétitions internationales prestigieuses. Les JO, c'est Pierre de Coubertin qui les remet au goût du jour. La Ligue des Champions, c'est un journaliste de l'équipe, Gabriel Hano. Le Ballon d'Or, c'est France Football. Et la Coupe du Monde, c'est Jules Rimet, un Français aussi. Donc tu vois, dans le foot, c'est important, mais même les JO, on a au moins ce côté amour des grandes compétitions, des grandes récompenses. C'est à mettre à notre crédit. Boum. J'aurais pas mieux conclu, honnêtement. Willou, magnifique. Tu as pris sa conclusion. L'euro aussi, c'est vrai, justement, on avait parlé ici avec FC Géopolitiques, qui il y a 1 ou 2 semaines était venu justement. Donc, vive la France dans le chat, ça lâche. Justement, on est à 30 minutes du premier match pour la France, l'ouverture. J'avais envie qu'on puisse en parler un peu, aussi de notre poule. Juste avant, donc, du coup, il y a eu match Hongrie-Portugal, 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Willou, je t'avais demandé un peu justement sur l'Allemagne en elle-même. Est-ce qu'on peut avoir un peu les forces, les faiblesses Allemagne, Portugal? Selon toi, les Allemands, comment on doit les jouer? Comment ça va se passer là? En gros, quand tu regardes l'Allemagne, je pense que le gros point fort qu'ils ont, c'est qu'ils ont pas mal de gars qui peuvent envoyer du jeu long et pas mal de gars qui peuvent être à la réception de ce jeu long qui sont rapides. Tu vois, Timo Werner qui n'est pas le meilleur finisseur, mais les appels dans la profondeur sont extra. Kai Havertz, joueur super intelligent dans la lecture des espaces. Et puis même Leroy Sané qui ne va pas démarrer, Serge Gnabry, bref, des gars qui peuvent prendre cette profondeur. Et pour les alimenter, Kroos, Gundogan, Kimmich, Hummels, même Neuer qui a du bon jeu long. Il n'y a plus Boateng, mais voilà. Donc sur couverture de derrière nous, tu vois, ça peut chauffer un peu. Et puis après, ils sont devenus un petit peu meilleurs sur les côtés, avec notamment leur latéral gauche, Gosens, tu vois, qui est un petit peu la nouvelle arrivée, qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est un peu comment on peut limiter leur force. Mais nous, on a aussi de grosses forces sur lesquelles s'appuie Enna, mais bien sûr. On a des joueurs extraordinaires, tu vois. Nous, on a un trident qui est fou. Voilà. Il y a des raisons d'être rassuré un peu. Si on a un petit prono là pour ce soir, ça dit quoi, Yann? De partout, mais avec un match fou. Ok. Et moi, j'étais parti sur 3-2. Un peu la même idée. Je pense que défensivement... Il va y avoir du but pour toi ce soir. Pour qui? Pour la France. Merci. Mais ça va être chaud.
Zach 2-1 pour l'immense équipe de France. Oh là là, il dit les mots. J'avais mis 2-1 aussi, moi, sur mon petit prono. Ça dit des 0-0. Ah, ça ferait pas plaisir. 0-0, grosse jeu pur. Je crois que l'Allemagne n'a jamais perdu de match d'ouverture de son histoire de l'Euro. Oui, mais ça fait 5 ça veut pas dire grand-chose non plus, ce genre d'infos, mais je le dis. Voilà. L'Angleterre n'en avait jamais gagné de match d'ouverture d'Euro avant contre la Croatie avant-hier. Donc ils ont. Voilà, mais on n'est pas à 5 victoires de suite face à l'Allemagne ou quelque chose dans ce goût-là. Genre on est vraiment bien face à l'Allemagne en ce moment. De suite, je dirais pas parce qu'en 2014 on perd en quart de finale de Coupe du Monde contre eux. Il y a eu Ligue des Nations, Euro. 2016, ouais. Et un match amical, je crois. 5, mais je crois qu'on est bien. Et j'aime pas quand les séries deviennent trop longues en fait. Surtout à notre avantage. Espérons qu'elles durent un petit peu plus longtemps quand même. Exactement. Parce que pour parler, donc du coup là c'est l'Allemagne. Il y a aussi le Portugal parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire. On est dans une poule avec Allemagne, Portugal, Hongrie aussi, qui est quand même la pire poule. Je pense qu'il faut dire les termes. En plus ce soir on joue à Munich, donc du coup à l'extérieur. On va jouer les Hongrois comme le Portugal, donc du coup dans un stade rempli de 60 000 personnes, 60 000 supporters hongrois. Il y aura Zach. 59 999 supporters hongrois et Zach. Et quand je serai avec ce maillot aux alentours. Il les prend tous. Ah oui. Venez, les Hongrois. Je vous le dis. Donc du coup, deux matchs à l'extérieur, en tout cas, où l'équipe adverse est à domicile, en tout cas. Le Portugal qu'on jouera aussi à Buda. Avec la règle, donc c'est les 4 meilleurs troisièmes qui passent. On va dire que voilà, on va pas se porter l'œil, mais ça peut le faire. Est-ce que le Portugal, ça va être un peu le match clé aussi? C'est sûr que c'est un tous les matchs sont clés, forcément, mais gros match. Il y a plein de choses à dire sur le Portugal. Je pense que là où on peut se rassurer par rapport à ce groupe, et ce qui en fait peut-être pas nécessairement le pire groupe de la compétition, c'est que, et ça s'est confirmé avec la victoire du Portugal contre les Hongrois 3-0, les Hongrois sans Szoboszlai, leur gros talisman, il est possible que tout le monde prenne les 3 points contre les Hongrois. Et à partir du moment où tout le monde prend les 3 points, normalement, tu peux même perdre théoriquement contre l'Allemagne et contre le Portugal. Tu as quand même de bonnes chances d'être en 8e si tu es français. Donc on se rassure un petit peu par rapport à ça. Genre en 2016, tu vois, les meilleurs 3e qui étaient passés, en gros, les 2 qui avaient été éliminés, ils avaient 3 points et un goal average bien négatif. Donc tu vois, une victoire, généralement, c'est suffisant pour passer. Et puis après, voilà, le Portugal, ils sont chauds. Bon, visiblement encore plus avec leur victoire. J'avais envie de dire qu'offensivement, leur profil n'était pas super complémentaire, malgré le fait qu'il y ait énormément de talent. Ronaldo, Jota, Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes. Derrière, le meilleur défenseur de Première Ligue, le meilleur joueur de Première Ligue élu, Ruben Dias. Donc voilà, il y a beaucoup de talent, mais ça clique peut-être pas si bien que ça, en tout cas récemment. Donc à voir, je reste assez confiant, assez optimiste quand même, on verra. Par rapport justement à tout ce qu'on a pu entendre là, récemment j'ai entendu des déclarations de Kylian Mbappé qui ont fait plaisir, j'ai trouvé, où il se positionnait un petit peu, parce que c'est vrai que comme d'habitude, compétition internationale, il y a des rumeurs, il y a des machins, il y a les médias qui essayent de poser des questions de fouine, un peu la classique. Kylian Mbappé qui a dit qu'il allait dans ce sens de... c'est vrai qu'on reproche assez souvent justement aux Français de ne pas être derrière les Bleus. Cette fois-ci, que ce soit médias, supporters, etc., ils sont derrière nous. Donc oui, il faut qu'on assume aussi ce statut de favori de la compétition. C'est vrai que quand tu viens de gagner la Coupe du Monde 3 ans maintenant... t'es attendu. T'es attendu, surtout avec une équipe qui est quand même assez monstrueuse. Zach, comment tu sens, toi, l'équipe de France Là, à l'heure actuelle, comme tu as dit, le petit côté fouine, j'ai l'impression qu'il était moins là en 2018 et qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'unité, tu vois. Alors là, le Giroud, Benzema, Mbappé, ça a tenté des trucs. Giroud, Benzema, Mbappé, tu sens qu'il y a journalistes, ils ont tenté des petites questions. Il y a certains médias, ils ont essayé de faire un petit peu comme ça, tu vois, les fouines, peut-être ceux qui ont envie de créer un petit peu de polémique pour générer du clic et avoir des personnes qui arrivent... tu vois, avoir de l'intérêt sur ce qu'eux ils proposent. Donc franchement, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça m'a un petit peu titillé, ça. Moi, je m'inquiéterais pas trop par rapport à ça. Je pense que, tu vois, la petite bisbille, Giroud, Mbappé, etc., c'est le genre de choses qui s'évaporent en 2 secondes quand tu fais un bon match. Et tu vois, c'est le terrain qui parle. Et finalement, l'équipe de France s'impose ce soir ou fait un bon résultat. Tout ça, ce sera derrière. Donc, j'y accorderai pas trop d'importance. On a vu la composition juste avant. Rabiot plutôt que Tolisso. Ouais, ça se discute, surtout que Tolisso a été très bon sur les dernières rencontres. Rabiot, peut-être un profil encore un petit peu plus contrôle, sécurisant. On sait que pour Didier Deschamps, je pense que si tu devais résumer sa vision du jeu à un concept phare, c'est l'équilibre. Tu vois. C'est important que ce soit équilibré.
Peut-être que Rabiot t'apporte un petit peu plus de contrôle en possession. Maintenant, j'aimais bien Tolisso dans ce qui est proposé aussi, donc ça se discute. Après, Tolisso, c'est vrai qu'il revient de blessure, mais il a très bien joué, comme tu as dit, lors des 2 matchs. Après, comme tu le dis, dans l'équilibre, rien que quand il mettait Matuidi à gauche, tu vois, histoire de pouvoir. C'est ça. Gros volume d'effort, mais aussi de repli défensif, avec un côté droit qui était peut-être un petit peu plus. Je pense qu'avec le fait de voir, tu vois, Kanté qui sera positionné en 6, l'idée ce sera peut-être un petit peu moins d'aller presser le camp allemand, parce que généralement on aime bien voir Kanté relayeur, milieu latéral, pour pouvoir défendre un petit peu plus en avançant. Et là peut-être que ça donne des idées sur le fait que quand on n'aura pas le ballon, on ne sera pas, tu vois, à contre-presser de manière hyper vénère, on sera un petit peu plus bas. Et avec la possibilité d'aller contre-attaquer dans le dos des Allemands, quand t'as Mbappé, ça fait plaisir aussi. J'ai bien envie de voir, parce que c'est vrai qu'en 2018 on a beaucoup joué la transition et tout, ça nous a énormément réussi, notamment face à la Belgique. Mais carrément, et on l'a moins vu sur les derniers matchs de préparation. Donc. À voir comment on va faire sur attaque placée. On va voir, en tout cas on est à 25 minutes du coup d'envoi entre la France et l'Allemagne. On parlait de notre poule, mais il n'y a pas que, il y a quand même pas mal d'équipes. On parlait de la Belgique juste avant. Qu'est-ce qu'on en pense de la Belgique avec un Kevin De Bruyne qui est pas là, Eden Hazard, ou le Hazard qui joue, c'est Torgen, son frère. Est-ce qu'ils sont quand même, justement, ils font partie des favoris pour cet Euro ? C'est sûr qu'ils font partie des favoris. Après, ils arrivent peut-être sur la fin d'une génération dorée qui se rendra peut-être compte qu'elle a raté sa chance en 2018. Après, moi, je reste très friand de plusieurs de ces joueurs belges. Mais contre la Russie, il n'y a pas beaucoup d'enseignements à en tirer non plus. L'opposition était super faible. Voilà, je pense que il leur manque peut-être un petit quelque chose pour se dire ok, ils sont dans le top 2, top 3, c'est certain. J'ai parlé à pas mal de Belges, notamment en faisant l'épisode de retour. Eux sont assez réservés, prudents, pessimistes. Donc voilà, ils font partie des gros cadors, mais je les mettrai pas dans le top 2 et peut-être même pas dans le top 3 parce qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressants. Peut-être l'Italie, qui c'est vrai, moi de mon côté, je les sentais un peu sous le radar, j'avais pas suivi tant que ça. Je me réveille en mode, ils sont sur une série d'invincibilité, non ? 25 matchs, un truc comme ça. De 25 matchs, j'étais en mode bonsoir les Italiens. C'est vrai qu'ils ont une équipe même devant, Immobilier, Insigne et compagnie, ça fait peur. 3-0 là contre la Turquie. Ils n'ont pas encore eu de grosses rencontres pour l'instant, l'Italie. Donc, mais par contre, un premier match ultra convaincant contre la Turquie, ça tu le vois avec un milieu qui est fantastique. J'ai peut-être un peu plus de doutes sur leur côté défensif, tu vois. J'ai vu Spinazzola faire un bon match, mais après tout le côté Florenzi, Bonucci, je pense que tu peux avoir peut-être un peu plus de doutes. Gros milieu par contre, une attaque qui va peut-être tendance à de temps en temps un peu vendanger, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément, je pense que t'as mis le doigt dessus. Je pense que ce qui est intéressant avec l'Italie, c'est qu'elle fait partie des rares sélections qui arrivent à cet Euro avec des certitudes collectives. Tu vois, c'est un peu le lot des sélections nationales aujourd'hui, dur de travailler ensemble et d'avoir des repères collectifs. Là, l'Italie arrive et c'est en bonne partie dû à ce milieu de terrain qui est extraordinaire. Jorginho, Verratti, mais Barella qui a été monstrueux contre la Turquie, qui est un joueur vraiment un bijou. Eux, il y a un jeu qui est travaillé, bien léché, c'est super plaisant à voir. Il y a des certitudes avec ballon. Peut-être que tu as parlé de la défense. En attaque, moi j'aime beaucoup Insigne, j'aime beaucoup Chiesa qui n'était pas contre la Turquie. Peut-être que Immobilier sur le poste de 9, il a un petit peu plus de mal en sélection. Donc ça fait partie de ces équipes où tu peux dire le projet collectif est peut-être super abouti. Mais par exemple, tu te retrouves contre l'équipe de France. C'est une équipe qui, de mon point de vue, peut dominer l'équipe de France. Mais c'est pas sûr qu'elle l'emporte finalement parce que individuellement, qui va à la fin marquer le but ou tu vois, l'action vraiment décisive. Grossièrement, je dirais ça pour l'Italie. Italie, Belgique, forcément ça parlait de génération dorée aussi juste avant, très très jeune, mais les Anglais, c'est vrai que quand tu vois là, les années même qui les attendent à venir, etc., ça fait vraiment peur, et même là, pour cet Euro, ça fait peur. Les Anglais, énorme potentiel individuel quand tu vois qu'ils peuvent t'aligner en attaque. Contre la Croatie, c'était Foden, c'était Sterling, c'était Kane, mais tu as aussi Rashford, tu as aussi Sancho, bien sûr Mount dans l'entrejeu, Bellingham, Grealish qui n'a pas joué, que tu as envie de voir. Donc vraiment, il y a un réservoir extraordinaire en Angleterre. Maintenant, le match contre la Croatie m'a pas du tout convaincu. Au-delà de 20 bonnes premières minutes, franchement, moi j'ai lu un énorme problème. C'est juste un petit peu tactique, la liaison entre les défenseurs et les milieux de terrain, pour faire très grossier. C'est pas ça du tout, et je pense qu'en Angleterre il y a quand même des doutes sur la pertinence de Southgate, le sélectionneur, qui est peut-être pas l'homme de la situation pour manager tactiquement ce groupe. Alors après, il a quand même un peu calmé les craintes qu'il y avait autour de la sélection anglaise depuis plusieurs années. Ça, c'est la fameuse sélection qui déçoit constamment. Il y a cette demi-finale de Coupe du Monde, même si elle se bâtit sur un petit peu d'illusion, je pense. Niveau jeu, c'était vraiment pas flamboyant, beaucoup de buts sur coup de pied arrêtés. Donc moi je mets quand même un bémol assez significatif sur l'Angleterre. Par contre, si tu réussis à trouver des certitudes collectives, le talent, il est là, il est extraordinaire. Ça peut, c'est vrai qu'on a vu justement sur ces générations très jeunes,
si ça match Ouais. et que ça se fait plaisir, bah, les Bleus en 2018, quoi, ça, derrière, ça peut péter. Mais tu vois la composition, les joueurs sur le banc de l'Angleterre, t'es en mode, on va se prendre 10 ans là. Eux en face, ça rigole pas du tout. Italie, Belgique, Angleterre, les 3 grosses équipes à suivre, justement de cet Euro en dehors de notre poule. Il y a quand même des gros morceaux. Peut-être le plus beau match pour l'instant de l'Euro, ça a été Pays-Bas-Ukraine. Ouais. Les Pays-Bas, on en pense quoi? Pays-Bas, assez sympa. Ce match était vraiment bien, même à la Johan Cruyff Arena, grosse ambiance et tout. L'Ukraine, sympa aussi. C'était divertissant. Ouais, carrément. C'était un vrai bon match de foot. Sur les Pays-Bas, je pense qu'ils sont un petit peu dans ce qu'on évoquait avec l'Angleterre, moins de talent individuel, mais le même côté sélectionneur. Alors c'est encore plus le cas aux Pays-Bas, sélectionneur assez décrié. Franck de Boer, vraiment, il y a de grosses questions sur son management. Ça fait un moment qu'il est là, non? Ouais, bah ça fait depuis que Ronald Koeman a repris le Barça. 1 ou Donc 2 ça ans. fait Seulement 1 an et demi, 2 ans. Je pensais que c'était beaucoup plus. Non, mais il est dans le paysage depuis longtemps. Il Ouais. a été à l'Ajax une vingtaine d'années entre ses années de joueur, de formateur, de coach de l'équipe première. Mais grosse inquiétude autour de lui. Il y a quelques anecdotes assez marrantes. Par exemple, en conférence de presse, Franck de Boer, Je sais ce que tu vas dire. on lui a posé la question. On lui a dit mais Van de Beek, pourquoi est-ce que vous avez sélectionné Van de Beek qui a très peu joué à Manchester United? Il fait mais Van de Beek, c'est un des joueurs qui a le plus joué cette saison. Il a joué 4500 minutes. En fait, il avait joué 500 minutes en Première Ligue, 1000 minutes au total. Il a été obligé après de dire qu'il avait confondu avec un autre joueur et il a fait ça pour un autre gars ensuite sur la maîtrise de son groupe et sur la communication. Ah lui, il Voilà. a juste lancé une petite game FM, lui. Ouais. Tu ne sais pas ce qui se passe. Franck de Ah, Boer, c'est chaud quand même. Franck de Boer en question, à un moment, il a fait une déclaration dans la presse où il parle de Mourinho quand il entraînait Manchester United vis-à-vis de Rashford. En mode, ouais, Rashford, il a pas de la chance pour éclore d'avoir un entraîneur comme Mourinho. Mourinho, il est arrivé en conf, il a dit Franck de Boer, c'est le pire entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. 7 games à Crystal Palace, 7 défaites, 0 but marqué. Grosso modo, il s'est fait chier dessus. Ah ouais. Dans le plus pur style Mourinho. Mais vraiment un style 40 secondes de Ouais, pause. efficace, juste du Mourinho. Et par rapport aux Pays-Bas, pour revenir, est-ce que derrière ça va tenir? Parce que c'est vrai qu'il y a sans Beaucoup Van d'absents. Dijk, beaucoup d'absents, ouais, non? Beaucoup d'absents. Ils ont Silsen, leur gardien titulaire, qui est absent. Donc là, à l'heure actuelle, ils ont joué avec Stekelenburg. Stekelenburg était sur la jaquette PES de 98, tu vois. 38 ans. Alors tu peux jouer avec Bizot, putain. Hein. Qu'est-ce que tu fous, jouer quoi? avec Attends. Bizot, gros. Non, mais en Putain, ça réalité, va, ils ont ça va. Stekelenburg, ils ont Van Dijk qui est absent, ils ont énormément d'absents, avec en plus, comme il dit, un manager qui est décrit. Après, ils ont du talent quand même, un Memphis qui est en grâce Ouais. en équipe des Pays-Bas, un Frankie de Jong, etc. Il y a quand même de la qualité, tu vois. Wijnaldum. Wijnaldum, même Dumfries qui fait un très gros match contre l'Ukraine. Mais à côté de ça, ouais, moi je Ils les sont mettrais là, peut-être- quoi. Je les mettrais un cran en dessous. Un petit outsider, Ouais. quoi, Ouais, pour voilà. les Pays-Bas. Un bon outsider, Ouais. tu vois, mais peut-être un cran en dessous. Mais outsider sympa à regarder en plus. Ouais. Tu vois, donc Ce qui est ça plutôt vaut cool. le coup de se mettre leur match. Parce que justement, on parle de sympa à regarder. Hein. Je surveille l'heure, 17 minutes avant le début du match. Donc, j'ai prévu juste avant une petite minute de la mort. Hein. Une petite Ah minute oui, de la c'est vrai. mort Ah oui, tellement hâte. thématique foot, justement. Mais juste avant, on est obligé d'en parler de l'équipe d'Espagne. Parce que justement, c'est un peu moins plaisant à regarder quand même hier, le 0-0 contre la Suède. Super intéressant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, un peu moins plaisant à regarder, c'est super intéressant cette question parce que quand on est passionné de jeu, il y a vraiment deux écoles qui vont diverger sur l'analyse de la rencontre de l'Espagne. Est-ce que tu réfutes ce football de droguer à la possession? Ils finissent avec 86-87% du ballon. Ils ont totalement étouffé les Suédois. Mais en même temps, se sont créés un grand nombre d'occasions. Il y a 17 tirs, il y a quasiment 2,5 XG. Pas fastoche, Morata. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, leur mauvaise performance, Gentil ils la d'Irlande. doivent pas à ce contrôle du jeu, tu vois. C'est pas ça Ouais. le problème sur cette rencontre. C'est le fait qu'ils ont moins bien fini leurs actions. Après, je suis d'accord, il peut y avoir ce côté frustrant, mais pour moi, là, on est plus dans la subjectivité et le rapport esthétique au foot. Si tu dois vraiment analyser ça en mode qu'est-ce qui va les conduire au meilleur niveau de performance, je pense pas que ce football soit particulièrement mal indiqué. Il faudrait juste avoir un numéro 9, il faudrait juste avoir une charnière qui soit un petit peu plus solide aussi. On a vu sur les quelques incursions suédoises, en vrai, la Suède peut l'emporter si Marcus Berg transforme la passe d'Ishak. Donc voilà, ça c'est la petite question autour de l'Espagne, et tu peux pas t'inventer un grand numéro 9 comme ça sur le tournoi. Donc, Mais il parlait pas justement de Llorente qui aurait dû être à la place de Moreno. Morata. Moreno, pardon. Gérard Moreno qui est rentré en fin de match et qui a été assez sympa. Alors, pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il est quand même pas mal décrit, Morata, si je dis pas de Bien sûr. bêtises. Pourquoi Enrique le met Choix pas d'homme. Choix peut-être de vestiaire ou des choses comme ça. Ouais, potentiellement. Et puis après, tu peux te dire que Gérard Moreno, tu vois, c'est quand même un profil, on va dire, il a moins d'expérience de ces grands rendez-vous internationaux par rapport à Morata qui a joué à la Juve, joué au Real Madrid. Gérard Moreno, ses meilleures performances, c'est avec un Villarreal, bon, certes, qui est allé en finale d'Europa League cette saison, mais je pense que Luis Enrique doit considérer que Morata est un meilleur neuf. Gérard Moreno peut aussi jouer côté, ce qui lui offre plus de latitude en sortie de banc, tu vois. C'est un ailier / buteur. Donc bon, après ça, Un peu plus polyvalent, quoi. Ouais, C'est vrai voilà, que c'est ça. Morata, ça a tendance à pas accélérer non plus très très fort. Ouais. Quoi. Les amis, on se rapproche. 15 minutes du match. On va vous laisser aussi quelques minutes avant pour pas non plus avoir 1 ou 2 secondes. Des gens nous demandaient si le match va se passer ici. Non, malheureusement, ce serait bien peut-être dans les années à venir. On sait pas, on n'y est pas encore. Petite minute de la mort. Je vous propose, c'est maintenant Quiz Foot. On va voir aussi dans le chat si vous êtes chaud. C'est parti. Très très simple. Vous avez chacun un compteur de 1 minute. Je vais vous poser des questions. Dès que par exemple je vais commencer par Yannou, pour que le chrono au-dessus de ta tête s'arrête, il va falloir répondre bon aux réponses. J'ai fait des questions un peu faciles au début, ça devient un peu plus technique après. Si jamais vous ne savez pas, vous dites passe, comme ça j'enchaîne. La deuxième question. Est-ce qu'on est prêt? On est parti en régie, on est bon? Chacun a son 59 secondes, c'est magnifique, c'est magnifique, ça fait plaisir. Monsieur Clément, qui veux-tu qui démarre? Il va nous mettre bien, Willou. Oh là, allez, Yann, c'est toi qui va démarrer. Vous allez comprendre pourquoi je fais les jeux et non pas j'y participe. Allez, je vous ai dit au début, le but c'est de se mettre un peu en jambes, donc va y avoir des questions. Honnêtement, je vous ai mis très très bien. 3, 2, 1, top. Yannou, comment appelle-t-on la sélection espagnole? Et voilà, je suis déjà perdu, je passe. Où était organisé l'Euro 2016? Je passe, tu vois, je suis pas. Dans quel pays jouait Pelé? Le Brésil. Ouh là 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 là. Avec la pression de la minute de la mort, ça peut faire peur. C'était la Rora pour la sélection espagnole. C'était en France. C'était en France. Oui, mais en fait, quand je t'ai dit je passe, je fais ça la France. Ouais, mais ça peut être une grosse pression. 47 secondes, on va devoir aller assez vite pour le jeu. Pour Willou, 3, 2, 1, top. Comment appelle-t-on la sélection italienne? La Squadra Azzurra. Exactement, on est bon, ça va enchaîner tout de suite sur Zach. 3, 2, 1, top. Comment appelle-t-on la sélection de l'Allemagne? La Nationalmannschaft. Et tout à fait, il nous fait l'intégrale, c'est beau. Au début, je vous mets bien. Au début, je vous mets de la petite question, ça va vite monter quand même. Pour Yannou, 3, 2, 1, top. Qui a remporté la finale de l'Euro 2016? Le Portugal. Tout à fait, et ça enchaîne avec Willou. 3, 2, 1, top. Qui avait composé l'hymne Waka Waka pour la Coupe du Monde 2010? Shakira. Oui, il y a un peu de tout. Hein. On peut se faire avoir sur un petit Waka Waka. Pour Zach, 3, 2, 1, top. Qui loupe son but face à l'Italie en 2006? Son tir au but, pardon. Trezeguet. Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'avais mal exprimé. Là, c'est le tour des questions faciles. Petit à petit, on va commencer à rentrer dedans. Pour Yann, 3... je vais juste dire top, Clément, ça va être plus simple, d'accord? Top, dans quelle ville se trouve le stade Bollaert? Nantes. Non, c'est Lens, qui a été Ballon d'Or en 2007. Oh, bah c'est l'un de Ronaldo. Non, contre qui l'Espagne joue-t-elle en finale de la Coupe du Monde 2010? L'Allemagne. Non, quel club a remporté 10 fois la Ligue 1? Bah je passe. Quel est le gardien titulaire de l'équipe de France en 2008? En 2008 Lloris? Non, quelle est la nation à avoir joué le plus de finales dans l'histoire de l'Euro? L'Allemagne. Oui. Oh là là, Yann, là t'es rentré dans les questions. Chacun en fait a 4. Rentrer dans les questions. Chacun a 5 questions faciles. Yann les a cramées dès le début. Je fais les jeux. Kaka Ballon d'Or en 2007, l'Espagne qui joue en finale contre les Pays-Bas, la SSE pour les 10 Ligue 1, Greg Coupet. Bien sûr, Greg, mon il est là idole le Greg. d'enfance. Et l'Allemagne derrière, c'est parfait. On enchaîne avec Willou. Top, combien y a-t-il d'équipes pour l'Euro 2020? 24. Tout à fait, ça part sur Zach. Top, dans quelle sélection nationale joue Jordi Alba? L'Espagne. Oui. Yann, je peux te dire mon pote courage, parce que là, toi, non, celle-là, je pense que tu peux l'avoir pour Yannou. Top, qui est l'actuel président de la FFF. Noël Le Graët. Exactement. Willou, oh, vous savez quoi, vous avez plus de questions faciles, ça part direct en moyen. Là, je vois Yann à 9 secondes. Je le déteste. Mais allez. m'attendez pas, les gars, laissez-moi crever ici. Pour Willou, top, qui a été Ballon d'Or en 98. Zidane. Oui, monsieur. Pour Zach, top, qui a été Ballon d'Or en 2006. Ronaldinho. Cannavaro, où a été organisée la Coupe du Monde en 2006?
En Allemagne. Exactement, Cannavaro. Et après En 2005, Ronaldinho. Après la victoire, Yann, il te reste 9 secondes. Va falloir faire un exploit. Top, quel est le sponsor de la Ligue de foot belge de première division? Aucune idée, je passe. Jupiler, quel joueur a marqué le but de la victoire de l'Euro 2016? Le portugais, je l'ai plus. Ah, Eder, j'ai dit Edel. C'est 0. Ah oui, c'est 0. C'est terminé. Ah non, mais bien sûr, c'est terminé. Mais bien sûr. Ah là là, c'est terminé. J'y arrive tellement pas. Il n'y a pas de souci. J'ai 8 secondes de retard. C'est honnêtement une grosse pression. Les années, c'est dur. Année Ballon d'Or et tout. Allez les gars là. C'est pas grave, on continue avec. On en est où? C'est pour Zach ici, je crois. On est de retour et c'est énorme, la connexion a craché. On est en 2021, j'espère que vous allez bien. À 9 minutes du match France-Allemagne, on était sur une minute de la mort pendant la coupure. Yann nous a quittés malheureusement. Disparu. C'est un duel désormais entre Willou et Zach. Est-ce que je peux avoir l'affichage pour savoir combien de secondes il reste à chacun? Willou, 47 secondes. Willou, est-ce que t'es prêt? Ah, bien sûr. 3, 2, 1. Top. Quel joueur a quitté le Barça lors des années 2000 pour rejoindre le projet des Galactiques au Real Madrid? Figo. Tout à fait, c'est Figo. Pour Zach, ça va s'enchaîner. 3, 2, 1. Top. Qui a été le sélectionneur de l'Espagne durant le triplé 2008, 2010, 2012? Luis Aragonés. Non, qui est l'actuel président du Real Madrid? Florentino Pérez. Tout à fait, c'était Vicente Del Bosque. Vicente. Et on continue avec Willou. 3, 2, 1. Top. Qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014? Je passe. Qui était le capitaine de l'EDF lors de la victoire à l'Euro 2000? Deschamps. Oui, c'est Deschamps. Ouf, tout se passe bien en régie, ça va, faites-moi un petit signe, je vois des gens qui disent le son. Voilà, il y a une petite purge. J'espère que vous allez bien, c'est ambiance de match, mesdames et messieurs. On a un beau duel là pour on est minute moins 7 avant le match. Willou, 2014, c'est Messi. Mais c'est tellement dur de savoir à chaque fois les années. Mais meilleur joueur, ça me marque pas trop sur une Coupe du Monde. Tu vois. Ouais, j'avoue que c'est assez technique. On est parti pour Zach. Combien de temps il te reste, Zach? 31, je crois. 31, sachant que Willou a joué juste avant. 3, 2, 1. Top. Quel joueur allemand marque lors de la finale Allemagne-Argentine de 2014? Mario Götze. Oui, Götze, c'est bon. Et c'est quasiment égalité maintenant. Quasiment égalité pour Willou. 3, 2, 1. Top. Combien de fois l'Allemagne a-t-elle remporté l'Euro? 3. Oui, ça passe. Ça enchaîne direct sur Zach. Top. Dans quel pays se jouera la finale de l'Euro cette année? Passe. Quel pays est le plus titré à ce jour avec 3 sacres européens? L'Allemagne. Et l'Espagne, question de merde. Voilà, ce soir c'est une thématique qu'on vous propose. J'espère que ça se passe bien. Juste enchaîner avec Willou, parce qu'on essaie d'équilibrer les questions pour que vous soyez au même niveau. Là, pour le coup, c'était la même. Pour Willou, top. De quelle équipe Thierry Henry est-il l'entraîneur adjoint? Belgique. Oui, oh là là, je savais pas qu'il était revenu après. Ouais, il est revenu après Monaco. Troisième, entraîneur des attaquants, pardon. Troisième entraîneur. Il est désormais entraîneur adjoint. Il a fait Monaco, c'est vrai, au milieu. Pour Zach, 16 secondes. Top, quel était le score de la finale Espagne-Italie lors de l'Euro 2012? 4-0. C'est 4-0, monsieur. C'est 4-0. Il va le chercher, celui-là. J'ai hésité à 4-1, mais 4-0. Ouais. Il est parti le chercher. Silva, Alba. Oh oui, mon pote, la prochaine question, elle est pour toi, alors je pense. Top, quel Espagnol a été meilleur buteur de l'Euro 2008 avec 4 buts? David Villa. C'est David Villa. Il est très très bon, ce Willou, quand même. Il est très très chaud. Pour Zach, top, combien de joueurs sont sélectionnés pour cette édition de l'Euro? 26. Voilà, une petite question cadeau ici qui s'est faufilée. T'es prêt, Willou? Top. Dans combien de pays différents va se jouer l'édition 2021 de l'Euro? Passe. Quel pays remporte l'Euro 92? Danemark. Oui, Danemark. Oh là là, FC Géopolitics, petite dédicace au passage qui était venu nous raconter l'histoire de ce match absolument fou. Il y a un tout petit décalage, excusez-nous pour cette fin. On est prêt pour aller voir le match. Il en reste combien? 8 secondes. 8 secondes, ça va aller très très vite. Allez. Top. Après avoir perdu 2-0 au match aller, contre qui la France se qualifie-t-elle au match retour des barrages pour la Coupe du Monde 2014? L'Ukraine. Magnifique. T'as le score? On leur met pas 2-0, 3-0. 3-0, c'est très beau. Il y a un vrai duel ici, ça fait plaisir. On est reparti pour Willou, 13 secondes. Top, quel joueur a blessé Cristiano Ronaldo lors de la finale de 2016? Je sais pas, passe. Quel joueur a été critiqué en 2013 après sa décision de changer de sélection et passer de la sélection brésilienne à la sélection espagnole? Passe. De quelle ville est originaire Antoine Griezmann? Non. Macron. Oh, c'est Zach. Ah non, attends.
il faut une petite session pour Zach parce que c'est quand même Willou qui a gagné. Dimitri Payet, Ouais, justement sur Ronaldo, et c'est Diego Costa qui était passé de la sélection brésilienne à espagnole. Zach, il faut que tu répondes bien. Il faut que t'es bon, tout simplement. Tu veux que je t'aide Ouais, vas-y, Yannou, je suis chaud. Zach, voilà, t'as une question. Vas-y. T'as une seule question, c'est la réponse. Et sinon, c'est à égalité. Qui a été le meilleur buteur de l'Euro 2016 avec 6 buts? Oh, sa mère. Il me faut une réponse. Euro 2016, 6 buts. Une réponse tout de suite. Sinon, c'est égalité et ça part en mort subite. Maintenant, c'est perdu. Il l'a pas. Antoine Griezmann, 6 buts. Antoine Griezmann, Willou est de retour. Oh là, il est 56. Il nous reste 3 petites minutes. 3 petites minutes avant le match France-Allemagne. J'avoue, j'aurais dû dire non. On est parti pour... de toute façon, c'est questions, chacun son tour. Willou, depuis quelle année Joachim Löw est sélectionneur de l'Allemagne? 2008. C'est 2006. Ah merde. C'est 2006. Zach, peut-être qu'il peut l'emporter là-dessus. Zach, peut-être. Alors, Zach. Oh, la pression. T'inquiète. Qui était sélectionneur de la France pendant l'Euro 2012? Laurent Blanc. C'est gagné pour Zach Dali! Monsieur! Bravo. Félicitations Willou aussi, parce qu'honnêtement, il y a eu un très gros niveau. Et moi, non. Bravo. Mais j'étais là en fait, j'étais là. Non, honnêtement, félicitations Yann. Non. T'as quand même eu... Non, on en revient pas. Non, le match va commencer là. T'as eu quoi déjà comme... Allez. Bravo à L'équipe tous. de France s'appelle l'équipe de France. Désolé pour ces petits problèmes techniques. C'est vrai, voilà, on voulait une petite émission aussi, justement pour parler sport. C'était très cool en tout cas de vous avoir. C'était très sympa de pouvoir se faire une spéciale juste en amont de France-Allemagne. On est à 3 minutes du coup d'envoi. Tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est allez les Bleus, putain. Allez les Bleus. Allez les Bleus, là, ce soir c'est match. Ce soir c'est match France-Allemagne. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Vous pouvez retrouver Willou très fréquemment sur Twitch aussi, justement, qui va débriefer sur sa chaîne YouTube si vous aimez le foot, les analyses. Zach aussi, bien sûr, sur YouTube partout. Mon cher Yann sur Twitch. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de Popcorn de la saison. Donc soyez là parce que ça va être très très lourd. Je vous souhaite une très belle soirée de match. Allez la France, allez les Bleus, ciao! Et dédicace à Mahou!